moi j'espère que vous avez repris un petit peu de force après ces échanges nourris pour déterminer si l'intelligence artificielle était amie ou ennemie du docteur. Donc on a conclu en disant que on devait travailler ensemble, en confiance, mais avec un petit peu de méfiance. Voilà. Mais en disant que c'était incontournable et qu'il fallait vraiment travailler en équipe avec tous les services et les outils d'intelligence artificielle. Donc on était un petit peu dans la prospective, et là, pour continuer, on va passer de la fiction à la réalité avec, dans un premier temps, Arnaud et Mathieu. Donc Arnaud de Pile-Duval est urgentiste. Alors il a beaucoup de médailles, hein, directeur médical du Digital Medical Hub, responsable du board de la Société française de médecine d'urgence. Alors il a quand même insisté pour dire qu'il était commandant du service de santé des armées. Je recrute un chef d'État. Les réservistes. Surtout, il y en a. Voilà, donc il est un entrepreneur avant-gardiste, tout comme Mathieu Grazogex, qui lui est pharmacien, MBA ESSEC. Il est lui-même président du Digital Medical Hub et il est directeur général du laboratoire d'innovation en médecine de ville du groupe Stan. Donc c'est vraiment un entrepreneur du milieu médical. Et donc ils vont tous les deux exposer l'intérêt et le développement du digital en médecine de ville. Et tout de suite après, on aura la chance d'avoir une vétérinaire, Gwendoline, vétérinaire Alfort, ancienne interne de médecine Alfort. Comme ça ne suffisait pas, elle a fait l'EM Lyon et elle préfère les grosses boîtes puisque Gwendoline est en charge des études internationales pour les produits technologiques de MSD Santé Animale. Voilà, donc je laisse le micro à Mathieu et Arnaud. Celui-ci ou à vous présenter ensemble. Tiens, si je bouge. Bonjour à tous. Donc, comme le disait Fabrice, on va essayer de vous présenter ce que le monde médical a déployé jusqu'à maintenant, utilise ou est en passe d'utiliser, mais on a quand même choisi des technologies qui sont globalement déjà déployées, utilisées quelque part, très souvent aux États-Unis, pas toujours en France, mais ça ne saurait tarder pour certains. Dans le plan de cette présentation, on va d'abord vous parler de technologie. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec nos grands innovateurs et porteurs de projets industriels et ingénieurs dans le monde médical. On va vous parler derrière, enfin, Arnaud va vous parler dans les grandes lignes de quoi ça peut servir en médecine, donc la fameuse médecine des 6P, et à chaque technologie, on fonctionnera un petit peu comme ça. On vous proposera une solution et on vous dira à quoi elle sert en médecine aujourd'hui. Puis les solutions, là on va rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est-à-dire sur ces technologies, quelles solutions ça a donné, et finalement qu'est-ce qu'on utilise réellement. Et puis on finira avec un après aussi qui préfigurera un petit peu aussi notre présentation de demain. C'est moi qui contrôle. Ouais, c'est qui contrôle. J'avais fait une bêtise si c'est moi qui contrôle. Ouais, c'est bon. Alors les technologies. Donc on a choisi un fil conducteur qui est plutôt lisible, plutôt clair, parce que sur les technologies, ça peut être un peu plus hard. Donc on va d'abord parler de prévention. On ne sait pas vraiment faire de la prévention en médecine et en France, en tout cas on ne sait pas la payer. Donc on va avoir deux spécialités médicales qui commencent à faire de la prévention, tout simplement parce que c'est payé par les industriels, c'est payé par les boîtes. Ils font de la prévention sur les troubles musculo-squelettiques et sur la psychiatrie. Il y a aussi pas mal d'IA prédictives, en tout cas de plus en plus, sur la génétique, la génomique. On a aussi maintenant de plus en plus d'algorithmes prédictifs sur les rechutes de maladies chroniques. Maintenant, on arrive à prédire une rechute tout simplement d'insuffisance respiratoire entre 3 et 24 heures avant. L'aide IA, vous en avez parlé tout à l'heure, plutôt sur un aspect diagnostic, donc l'IA imagerie, il y a sur un APAT, les fameux symptômes checkers, et puis le matériel innovant qu'utilisent surtout nos paramédicaux aujourd'hui, qui embarquent et qui utilisent des IA. On va parler aussi d'IRM et d'imagerie augmentée. Vous allez voir peut-être que l'IRM dans les cabinets de veto, dans les cliniques de veto demain, partout, ce sera potentiellement une réalité.
l'aide aux soins, on va parler d'impression 3D, de planification 3D chirurgicale, le ciblage des veines aussi pour les ponctions de gaz du sang, etc. Le suivi de la surveillance et puis un petit peu de big data. Voilà, à toi mon cher Arnaud, sur à quoi ça sert dans une grande ligne. Alors, on a un grand fantasme, c'est la médecine 6P. Ouais, la médecine 6P, c'est la fameuse personnalisée, préventive, prédictive, participative, pertinente, pluriprofessionnelle. Alors ça, c'est super beau, mais comme on disait, la fiction et la réalité, on est encore largement dans la fiction. Et déjà, avant de se lancer dans la 6P, on va déjà voir ce qui existe pour de vrai. Et ce qui existe pour de vrai, bah, il y a plein d'autres choses. Et donc, il y a plein de solutions sur le marché. Mathieu, je te laisse. Attends, on va se mettre ça comme ça. On va voir. Alors, je vous le disais, on va commencer par la prévention et on va attaquer d'emblée sur la prévention des troubles musculo-squelettiques. Et mon cher Arnaud, qu'est-ce que c'est que cette pathologie et pourquoi la prévenir? À quoi ça sert de prévenir ce type de pathologie? Alors, en gros, les troubles musculo-squelettiques, c'est la première cause d'arrêt maladie en France. Aujourd'hui, les lombalgies, les troubles, tous les troubles lombaires, les troubles articulaires, voilà, c'est la première cause. Alors, je pense que pour les vétérinaires, ça doit être encore un peu plus même, puisque les patients ont parfois des poids tout à fait variables. On ne fait pas des petits animaux. Et voilà, ça fait partie aussi de la qualité de vie au travail. C'est non seulement un enjeu de santé publique, mais c'est un enjeu de qualité de vie au travail pour les professionnels. Alors, ces outils, c'est bien parce que la kiné, on sait maintenant, c'est bien de filer des médicaments aux patients à fond la caisse, mais ce qui va leur faire du bien, c'est la mobilisation. Et le problème, c'est que la mobilisation, il faut trouver des kinés. Et les kinés, il n'y en a pas tant que ça. Alors pour ça, justement, voilà, il y a une application comme AxoMove, dont le but n'est pas de suppléer au kiné, mais c'est juste de gérer le patient entre les phases de kinésithérapie. Donc le patient va avoir des aides pour faire sa kiné et pour pouvoir le soulager. Je ne sais pas ce que tu en dis. Alors si, c'est le début de ça. Ceci étant, on n'est pas au début du remplacement, mais ce qu'il prévoit de faire quand même, c'est avec la caméra de contrôler l'exercice du patient et pouvoir en temps réel avec l'IA, recaler les exercices, le repositionner et l'aider réellement dans la réalisation de son exercice, finalement comme le ferait un kiné. Et il est même capable derrière, si sur l'exercice le patient ne se sent pas à l'aise ou ne réussit pas, de reproposer des nouveaux et d'adapter en continu sa prise en charge. Donc c'est une aide au kiné, mais on va pouvoir faire sans lui et un tout petit peu quand même dans la prise en charge thérapeutique. Après, il y aura toujours le contact physique pour massage, etc., exercice. Donc on a quand même une limitation. Bien sûr. Donc là, on en parlait tout à l'heure, c'est la capacité à prédire des décompensations. Donc là, on est vraiment dans la prévention. C'est une solution, c'est un objet connecté, on en parlera un petit peu plus après. Mais insuffisance respiratoire, des décompensations, toi qui es urgentiste, est-ce que tu trouves ça intéressant? Est-ce que tu en vois beaucoup? Et les prédire, est-ce que c'est intéressant? Là, effectivement, on est vraiment dans un concept où la prédiction fonctionne. En fait, l'insuffisance respiratoire chronique, post-tabagique, ça fait partie des maladies fréquentes aux urgences. Ces BPCO, on ne les voit que parce qu'ils sont en crise. Normalement, ils ne devraient jamais fréquenter un service d'urgence. On a ça pour deux catégories de patients, on va en parler sur la deuxième, mais c'est aussi les hypertendus. Tous ces patients-là, en fait, si on peut prédire la survenue du pic aigu, clairement, c'est des maladies qui n'existent plus dans les services d'urgence. Et c'est des taux de survie qui grimpent, parce que les patients insuffisants respiratoires chroniques, tous ces patients-là, il faut savoir que si on les intube, ils gagnent la cricotomie dans la foulée, enfin la trachéotomie, pardon, voilà, j'ai l'habitude d'urgentiste, nous on pique un peu plus haut. Voilà, ils gagnent la trachéotomie à chaque fois, avec des temps de réa qui sont monstrueux. Donc le fait de les prévoir, ça change tout. Un patient BPCO intubé, c'est 3 semaines minimum de réa. Vous voyez, si on peut le prédire, ça change la donne. Alors comment on prédit ça? C'est l'IA machine learning en fait, où c'est un mécanisme d'intelligence artificielle très spécifique au patient. Il apprend du patient sur ses premières décompensations et par la suite, il est capable de lui redire attention Coco, quand tu as eu ces tendances-là sur tes biomarqueurs, ça suit la fréquence cardiaque, fréquence respirée, SPO2, etc. Quand tu as suivi cette tendance-là sur tes biomarqueurs, 3 heures après, 6 heures après, 12 heures après, tu étais à l'hôpital. Donc calme-toi, assis-toi, ou prends un traitement symptomatique, des corticoïdes, je ne suis pas médecin, je sais pas ce qu'on peut prendre. Mais ça fonctionne bien et les essais cliniques sont très, très positifs. Alors, on parlait de trafic de stupes tout à l'heure avec Christophe. En fait, on peut aussi faire du trafic d'organes, regardez. On peut prédire la survie d'un greffon
tranquillement. Alors, comment ça marche, Mathieu? Alors ça c'est pareil, c'est du machine learning, alors sans être Paco Rabanne, parce que les néphrons ont du mal à dire à quoi ça sert. Super d'avoir l'information sur la survie d'un greffon à 3, 5 et 7 ans, mais à quoi ça sert? En fait, c'est surtout utilisé dans les recherches cliniques, en fait, parce qu'il n'y a pas eu pendant 10 ans de traitement ou de d'essais cliniques sur les nouveaux immunosuppresseurs, tout simplement parce qu'il fallait attendre trop longtemps, les essais coûtaient trop cher, et on sortait des résultats à 10 ans sur la survie des greffons pour pouvoir comparer à l'ancien traitement. Et bien ça, avec cette IA prédictif, maintenant, ce qui est un surrogate endpoint aux États-Unis et maintenant en Europe, on est capable de comparer tout simplement les scores de survie au bout de 6 mois, 1 an de traitement, et on peut sortir des résultats sur des nouveaux traitements bien plus rapidement que on pourrait le faire sans. Alors, juste parce que je suis curieux, parce que je ne connais pas du tout la médecine vétérinaire. On fait de la greffe en médecine vétérinaire? Non. Bon, ça va. Oui, bah, la différence, c'est que vous, de temps en temps, vous avez le droit d'abattre le patient, même s'il en rêve de temps en temps. Mais... Moi, j'ai pas le droit. Bon, alors, notre vétérinaire chargé des études internationales nous dit que ça se fait en greffe rénale aux États-Unis. Voilà. Il y a ça avait fait débat, je permets juste pour l'anecdote, ça avait fait débat, puisque donc, les propriétaires du chat greffé avaient adopté le chat d'honneur, parce que le chat d'honneur n'était pas volontaire. Ah oui, effectivement, vu comme ça. Ouais. Donc, on prédit les greffons, on prédit aussi la biologie. Tout à fait, donc ça c'est un autre exemple d'IA prédictif qui est très intéressant. C'est tout simplement un ingénieur qui était responsable de la gestion de risque chez Airbus et puis chez Air France. Et en fait, ils ont une capacité à prédire tout événement sur un avion. En fait, c'est ce qu'on appelle les dérives. On a normalement des indicateurs et de façon normale de se comporter dans un avion. Et dès qu'une dérive apparaît, ils ont des outils qui permettent de prédire une catastrophe. Et bien là, c'est exactement pareil. J'ai dit pourquoi on ne le ferait pas dans la santé et pourquoi on ne le ferait pas en biologie, où on a des diagnostics par effet seuil, on est soit en dessous, soit au-dessus d'un seuil. Grâce à cette technologie, on peut commencer à avoir beaucoup plus tôt une dérive sur un indicateur sanguin et être beaucoup plus précis sur le diagnostic effet seuil. Je ne sais pas cliniquement à quoi ça peut servir, mais c'est de l'intervention. Alors, si, cliniquement, ça peut servir à un truc, c'est le médecin généraliste qui prescrit une biologie le vendredi après-midi, et le vendredi soir, il est en congé pour le week-end, et le patient se retrouve avec cette biologie, et pas de réponse. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le 15. Ça arrive. Ça arrive tous les week-ends. Donc, peut-être que ces outils-là permettraient justement d'éviter que le patient appelle systématiquement les services d'urgence pour un problème qui est juste l'explication d'une biologie. On arrête avec le prédictif, le préventif, on passe au diagnostic. Ça, j'ai une question pour toi, Arnaud. Du coup, là, c'est de l'IA en imagerie, je ne vais pas vous expliquer à quoi ça sert. Donc, c'est pour repérer des fractures. Un point quand même assez intéressant, c'est justement par rapport au débat de ce matin, on a eu peur du remplacement chez les radiologues. Et pendant 2 ans, ça ne s'est jamais vendu, ça ne s'est jamais utilisé et ça ne s'est jamais déployé. Maintenant, c'est utilisé. Je ne sais pas si tu as une réponse. Pourquoi maintenant c'est utilisé, mon cher? Déjà, il faut que je vous parle, parce qu'on est avec des vétérinaires, il y a déjà une étude fort intéressante que j'avais montrée au professeur, responsable des urgences, de l'imagerie de mon centre hospitalier. En fait, on a prouvé que le pigeon faisait aussi bien que le radiologue sur les tumeurs du sein. Il suffit juste de le dresser. Donc, je lui avais apporté l'article avec un sac de graines en le félicitant pour ses nouvelles embauches. Donc, vous voyez qu'on a besoin des vétérinaires pour pouvoir pour compenser les radiologues. Alors non, en fait, le truc, c'est que c'est le grand fantasme de l'IA en imagerie. Dès que vous présentez ça, les radiologues vous disent « ça ne remplace pas le radiologue ». Bah non, ça ne remplace pas le radiologue. Sauf que, dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe? En France, dans un service d'urgence, les imageries conventionnelles ne sont jamais interprétées par un radiologue. Parce que le volume est tel que, de toute façon, il ne dit rien. Donc du coup, l'urgentiste se retrouve tout seul à 3 h du matin face à sa radio, avec la fatigue, en pleine nuit, tout ça. Eh bien, simplement, c'est juste une procédure. L'IA en imagerie ne remplace pas le médecin. Elle va juste le sécuriser. C'est-à-dire, nous, dans notre procédure, moi j'utilise de l'imagerie en intelligence artificielle tous les jours. On regarde la radio normale. Est-ce qu'il y a une fracture? Oui, non. Diagnostic humain. Ensuite, on ouvre l'IA. Est-ce que l'IA est d'accord avec moi? Oui, non. Si l'IA est d'accord avec moi, tout va bien. Si l'IA n'est pas d'accord, je reviens à ma radio, je réanalyse ma radio, et soit je dis, ah oui, j'avais pas vu la fracture, ce qui arrive, c'est 1 à 2% des erreurs, c'est 1 à 2% d'oubli, les fractures. Donc vous voyez, c'est pas anodin. Soit l'IA, c'était un artefact, et puis je dis, bon ok, non, c'est bon, c'est un artefact, ok, on passe, en plus ça renseigne le deep learning de l'IA, donc elle devient encore plus performante. Mais voilà, en fait, il ne faut pas voir les intelligences artificielles en imagerie comme étant des concurrents, c'est juste des supplétifs du médecin
c'est juste pour nous aider, parce qu'il faut aussi enlever un fantasme. On a eu, vous savez, tout un tas de gens là, qui nous ont applaudi, des balcons, les super-héros de la médecine, etc. C'est pas vrai, on n'est pas des super-héros, on est des humains. Donc on fait 20% d'erreurs, comme tout humain. L'erreur est humaine, et les gens, ils ont du mal à comprendre que l'erreur, elle est médicale aussi. Et bien avec ces outils-là, on ne remplace pas les médecins, c'est juste qu'on fait moins d'erreurs, tout au moins on rattrape les erreurs avant qu'elles ne soient pas vues. Donc c'est un avantage. On ne travaille pas contre l'IA, on travaille avec l'IA. Alors, dans les autres images, parce que l'IA, ça fait l'image, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'anapath aussi. Alors ça, deux petites différences par rapport à l'IA en imagerie. Déjà, ça remplace quand même le microscope. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que je ne sais pas si les anatomopathologistes, quand ils ont fait des études de médecine, s'attendaient à passer leur journée dans un bureau face à un microscope. Mais je pense que c'est peut-être plus intéressant de le faire, ça se discute, hein, mais devant un écran, avec des compétences, surtout diagnostiques, plus importantes, puisque là, on commence aussi à avoir l'anatomopathologie prédictive. On a des scores de risque, on a des scores prédictifs, des scores de rechute, des scores de survie, etc. Et ils commencent aussi à lier, du coup, comme ils ont une médecine augmentée, une capacité diagnostique augmentée, à lier aussi les signes cliniques. Et donc, ils commencent aussi à faire du diagnostic et à revoir un peu leur métier. Là, je pense que c'est un exemple de métier qui évolue. Il y a un autre intérêt à ces IA en anapath. Alors, vous savez, cette petite histoire des médecins qui vont à la chasse. Il y a un interniste, un chirurgien et un anapathe. L'interniste voit un canard décoller, le temps qu'il réfléchisse, est-ce que c'est un canard, quelle espèce, etc. Bah, trop tard, le canard est passé. Et puis le chirurgien, il voit un truc décoller, il tire, il dit à l'anapathe, tu peux aller voir si c'est un canard. Et bien, c'est exactement ça. L'intérêt de ces outils-là, c'est qu'en périopératoire, je me suis fait plein d'amis en médecine. L'intérêt de cet objet-là, c'est qu'en périopératoire, H24, 7 sur 7, on a la réponse. Ou tout au moins, on a une orientation sans avoir besoin d'envoyer la lame dans un laboratoire, parfois qui est loin, ou de faire venir dans les CHU, l'anapathe, parfois il vient directement dans le bloc opératoire. Et bien avec ces outils-là, on a déjà une première réponse, et une réponse rapide qui après est confirmée par l'humain. Mais on a déjà une orientation. J'ai une question pour toi, mon cher Arnaud. Qu'est-ce que tu penses de ton stéthoscope? Est-ce que tu penses qu'il a de la mienne? Il est très bien, mon stéthoscope, déjà il a le même âge que moi. Le stéthoscope Mickman 2, il a été inventé en 75, l'année de ma naissance, magnifique. Alors bon, le problème c'est que moi je fais de la plongée et du tir, autant dire que j'entends pas grand-chose avec mon stéto. Et l'avenir, c'est certainement l'échographe, mais qui sait faire de l'échographie au jour d'aujourd'hui? Alors, chez les vétérinaires, est-ce que les vétérinaires utilisent l'échographe de façon courante? Alors là, on peut dire que oui, vraiment au greffe. Vous êtes largement meilleur que nous, parce que clairement, en médecine aujourd'hui, n'apprennent à faire que de l'échographie que quelques spécialités, les radiologues, les cardiologues, les urgentistes, les anesthésistes. Les autres, les généralistes, on leur apprend jamais à utiliser un échographe. Par contre, on continue à leur apprendre à reconnaître des souffles râpeux, rugueux, tout ça, les mêmes cours en fait. Et c'est là où c'est intéressant dans la pensée médicale, c'est que j'ai eu en médecine les mêmes cours que mon père. Il a lu le même livre que moi, le Bleu Tac, qui était le bouquin de cardio de Rouen, et on a lu exactement le même livre à 40 ans d'intervalle. Donc notre enseignement de la médecine n'évolue pas. On continue à apprendre de la médecine du 19e siècle. Et ça, c'est un vrai problème. Et pour ça, ces outils-là, moi je rêve d'avoir un stéthoscope comme ça. C'est l'idéal. Surtout que, en termes de tarifs, on n'est plus dans le même monde. On n'est plus dans le même monde. Et là, il y a de l'IA aussi pour aider aussi une infirmière ou des gens pas très bien formés, comme disait Arnaud, où ils vont guider au fur et à mesure de l'échographie pour orienter en fonction du diagnostic qu'on veut ou de l'organe qu'on veut observer, pour pouvoir guider l'opérateur jusqu'à cibler l'imagerie en temps réel qu'il souhaite. Alors, juste, Et de l'interprétation aussi. pour l'échographie, juste quand même pour que vous compreniez, les infirmiers aujourd'hui, ils font du Bladder Scan. Le Bladder Scan, c'est l'équivalent d'un échographe, mais automatique. Ça vaut 10 000 €. Ouais. Un échographe, Ça vaut l'échographie, 850. il va valoir moins de 1 000 €. Voilà, même un échographe, maintenant, ça vaut moins de 5 000 €. Et bien, on continue à utiliser des outils qui valent très cher plutôt que de former les gens. Alors là, on ouvre la possibilité, ça c'est un peu une pépite de chez nous, on est très fiers, on ouvre la possibilité de l'IRM au cabinet. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle l'IRM low dose, donc il y a beaucoup de phénomènes d'IA en surcouche d'amélioration d'image, parce que sinon la qualité serait trop dégueulasse pour interprétation. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas besoin de blindage, c'est la résonance magnétique d'un magnète de frigo. Donc on peut le mettre où on veut, et forcément c'est plus petit, c'est moins lourd à créer, à développer. Ça coûte aujourd'hui 250 000 €, sauf que le leasing est envisagé et va y en avoir dans 5 ans qui seront d'occasion. Donc la possibilité de le mettre partout, potentiellement, ou dans beaucoup plus d'endroits que ça n'est aujourd'hui. Est-ce que tu rêves d'un IRM d'urgence? Ah bah,
Alors, surtout que non seulement un IRM aux urgences, mais vu le poids et la charge, un IRM dans le camion. C'est faisable. On peut faire du camion IRM avec ça. Et je pense, pareil, la question chez les vétérinaires, le scanner, alors, je sais, pour avoir emmené des malades avec des surpoids à Maison Alfort, je sais qu'il y a du scanner. Est-ce que l'IRM est un examen courant en médecine vétérinaire? Ça prenait tout le temps. On n'en a pas assez. C'est des concentres pour les IRM. Voilà. Là, la solution, elle est là. Et en plus, ça consomme moins d'énergie, regardez. L'IRM conventionnel, ça consomme... Ça va pas faire les affaires de Gazprom, mais bon. Ça nous va bien. Alors ça, moi je suis pharmacien, je ne peux pas en parler. Je te laisse. Allez. Alors, la téléexpertise, c'est le nouveau truc. Alors, j'ai vu même qu'il y avait des logiciels maintenant de téléconsultation vétérinaire. Bah, pourquoi pas, en fait. Curieusement, la télémédecine, c'était impossible jusqu'à ce qu'il y ait eu le Covid. Et les spécialistes, finalement, au moment du Covid, ils se sont dit que plutôt que de descendre aux urgences, où il y a plein de mecs malades avec un truc qu'on ne sait pas trop ce que c'est, et ben tout d'un coup, ils vont pouvoir faire des choses. Et pour vous dire à quel point on peut... Enfin, on n'est fasciné par grand-chose, parce que finalement, la téléexpertise, c'est quoi? C'est du Skype, hein, pas plus. Eh bien, on a expérimenté plein de choses. Alors, en haut, ça, c'est du télé-AVC. Maintenant, on peut déboucher des AVC en dehors des centres spécialisés. Et surtout, les études le montrent avec la même fiabilité que dans un centre spécialisé. Que moi, j'étais à Évreux, à la nuit, j'avais pas de neurologue, eh bien, je faisais mes thrombolyses tout seul, comme un grand, grâce à la téléexpertise. Eh bien, les patients ont le même taux de survie, le même taux d'efficacité. Donc, finalement, l'expertise, c'est un intérêt. Et puis, en dessous, ça c'était pour le Covid, la ribosière, je m'étais fait prêter par le PSG, comme quoi on fait tout et n'importe quoi pendant le Covid, un robot de téléprésence. Et ça, tout d'un coup, les spécialistes trouvaient ça génial de descendre. En fait, au lieu de descendre, de traverser tout l'hôpital, ils se connectaient à distance sur le drone, le robot se déplaçait dans les couloirs, ils allaient voir le malade, ils lui parlaient, et pas de contact physique, pas de risque de Covid. Tout d'un coup, c'était vachement intéressant. Et les neurologues, notamment, qui ont des spécialités, alors c'est bien pour les spécialités qu'on n'a pas besoin de toucher, effectivement, le chirurgien viscéral, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, le psychiatre, le neurologue, le dermato, tous ces gens-là, qui n'ont pas besoin forcément de toucher le malade, eux, ils y trouvent un intérêt. Alors, le réa aussi, parce que vous savez, quand ils soient, vous connaissez la différence entre l'anesthésiste et le réanimateur. Alors, l'anesthésiste et le réa. Voilà, aucun des deux ne touche le malade. Alors des blagues d'urgentistes. Personne ne nous aime, alors forcément, Et pour la petite histoire, c'est le militaire que tu vas peut-être être intéressé par ça. Il y a eu aussi récemment une opération de trépanation cérébrale par un chirurgien viscéral grâce à la téléexpertise. Il n'aurait pas été capable de le faire sans ça. Bon, c'est à moi de me venger maintenant. Tu vas peut-être devenir un bon médecin avec ça. Ça, c'est une solution qui est capable aux urgences de matcher. C'est l'IA aussi un peu pur et dur, mais qui est capable de matcher avec le signe ou la plainte principale de passage aux urgences et la prescription en cours, pour voir s'il n'y a pas un risque iatrogénique ou l'étiologie du trouble que pose le patient ne soit pas à l'origine de sa prescription en cours. Aujourd'hui, on a une belle étude qui est aussi faite par le Board d'innovation de la SFMU. On a 104 médecins qui vont tester le sujet cet été. Alors, ça a deux avantages. On peut se passer des pharmaciens. Enfin. Et puis quand même, enfin, le pharmacien, rappelle-moi, le métier, c'est juste lire une ordonnance illisible et chercher un médicament dans un tiroir. Non, en fait, le vrai problème, surtout quand on est médecin urgentiste, c'est qu'on a une tonne de patients qui arrivent avec toutes les pathologies de la Terre, tous les médicaments de la Terre, et qu'on est urgentiste. Donc on ne connaît pas tous les médicaments. Les 3/4 des antihypertenseurs, moi je suis urgentiste, je connais l'Oxène et le Précil. Après, c'est plus mon job. Et du coup, avec des outils comme ça, on évite les interactions médicamenteuses, parce que pareil, en plus on a un autre problème en médecine, c'est que chaque spécialiste prescrit son truc dans son coin sans se poser la question de ce qu'a prescrit le voisin. Et ça complique. Et pareil, on a aussi un autre problème, c'est que souvent, on a des patients qui arrivent avec des symptômes. La question c'est, est-ce que le symptôme est lié au médicament? Oui, non. Et bien avec des outils comme ça, on peut le faire. Et déjà, vous voyez, tous les patients avec des vertiges, etc., parfois, on se lance dans des grandes explications, alors que finalement, il y avait le médicament qui donnait la iatrogénie. Pour le tramadol, c'est quand même notre grand fournisseur de malaise, d'hypoglycémie. Et pas avec ça, on peut penser à un truc qu'on aurait oublié. Et ils ont une technologie assez incroyable pour le coup, vraiment technologique, ça s'appelle le Natural Language Processing. C'est la capacité à interpréter le langage naturel, et sur le scan d'une ordonnance, même si c'est écrit n'importe comment par un médecin, il est capable de la lire, de la comprendre et
directement par un scan grâce au téléphone portable, l'envoyer directement sur le dossier patient. Non, et surtout, hein, Ça aussi, c'est un gain de temps. Le feignant, c'est qu'en fait, il faut se taper à tout recopier au DPI, alors que là, on scanne l'ordonnance et on la recopie directement. Il faut dire que le patient qui a 2 pages d'ordonnance, qu'est-ce que c'est bien de ne pas avoir à recopier tous les traitements. Alors ça, je vais vraiment me venger, parce qu'on a fait une étude clinique où Arnaud a été investigateur, un des investigateurs principaux, et donc c'était un symptôme checker. Donc c'est un symptôme checker qui est, du coup, c'est avec plusieurs symptômes, des signes positifs, signes négatifs, en capacité de proposer des diagnostics. Un diagnostic principal et puis 2 ou 3 différentiels. Et donc on a testé l'outil versus 4 médecins, 2 jeunes, 2 vieux, dont Arnaud, et les 2 vieux se sont fait battre en plein de piqûres. Allez, pas les jeunes. Bah, ils sortent de l'internat, connaissez. Ils mettent les maladies rares dans le même niveau que les maladies courantes, donc forcément, on a perdu. Il y a une différence significative. Mais cet outil, voilà, comme pour l'IA, son rôle, c'est pas de remplacer le médecin. Le symptôme checker, il ne remplacera jamais un médecin, il ne remplacera jamais l'infirmétrie. Il sert juste à pas oublier. Vous voyez, par exemple, si vous avez un trouble neurologique, vous avez un patient qui a une hémiplégie, tout ça, vous faites tous les examens, puis le symptôme checker va vous dire, en fait, tu as pensé à la glycémie? C'est tout bête, mais une hypoglycémie, on s'est tous fait avoir avec des comas ou des hémiplégies qui étaient en fait simplement des hypoglycémies, juste parce qu'il est 4 h du matin et qu'on n'y a pas pensé. Avec des outils comme ça, on peut avancer. Et ça, c'est des outils, alors je ne sais pas si ça existe en médecine vétérinaire, mais clairement, ça, c'est des outils qui peuvent être appliqués en médecine véto. Hein. On a juste interrogé ChatGPT cet après-midi, mais il nous conseillait de quand même aller voir le veto. Et ça, pour la petite histoire aussi, grâce à l'étude clinique, on s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'il était bien meilleur que vous sur l'identification des non-urgents. C'est-à-dire qu'il est capable de trier des patients en urgents, non-urgents. Sur 220 cas, le symptôme checker s'est trompé que 3 fois, donc très peu de faux positifs aux non-urgents, et eux se sont trompés 17 fois. C'est-à-dire qu'ils ont tué 17 personnes, et le symptôme checker que 2. C'est écrit dans le serment d'Hippocrate. Tu ne donneras pas volontairement la mort, ce qui sous-entend par accident, quand même plus ou moins autorisé. Alors, ça c'est, on passe plutôt à la partie, donc là on voit doucement, en troisième partie, ça ce sont des capteurs multiparamétriques. On a réussi à cumuler tout ce qu'on a besoin en monitorage d'indicateurs santé. Ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert. En fait, ça c'est clairement de la révolution. C'est qu'on a tout un scope dans juste un patch. Et surtout, qui suit par un smartphone. Alors, premier avantage, en termes de logistique pure, c'est que les données sont transmises à un smartphone. Alors, n'en déplaise aux fabricants de dispositifs médicaux, mais au jour d'aujourd'hui, quand un fabricant de scope vous propose de faire un report d'alarme sur une salle, c'est 15 000 euros. 15 000 euros pour avoir un écran qui se reporte sur une salle. Quand même un peu cher. Surtout qu'aux urgences, faites un report d'écran et comme tout le monde court partout, personne ne regarde le report d'écran. Et bien finalement, là, on a déjà un outil qui vibre dans la poche. Donc déjà, ça, c'est déjà le premier avantage logistique. Après, vous voyez, sur les fonctions, en fait, ça remplace tout ce que fait un moniteur, un scope de surveillance. Sauf que le scope de surveillance, dans les urgences, on a des trous noirs. Souvent, voilà, parce que ça arrive d'avoir des patients qui meurent aux urgences, hein, ça fait partie du risque. Mais en fait, c'est parce qu'ils sont dans le trou noir. Il arrive à l'accueil des urgences, il est monitoré. Sur surveillance, tout va bien. Il passe en box, il est monitoré, tout va bien. Et après, comme il a 8 heures d'attente avant de trouver un lit, il passe dans une salle d'attente où il n'y a pas de monitorage. Et c'est là où ça pose un problème, parce que là, ils sont dans un trou noir, on ne sait pas ce qui se passe. Avec des outils comme ça, eh bien, on est rassuré. Ça veut dire aussi que comme c'est des outils légers, dans n'importe quelle box, n'importe quel endroit, on peut mettre un monitorage. Il n'y a pas de logistique, il n'y a pas de câble à passer, c'est du light. Et après, en termes de prévention, je vous dis, moi, quand j'ai vu cet appareil-là, j'ai vu tout de suite l'idée. Je suis militaire, au service de santé des armées. Vous connaissez ça, un patch sur un soldat. Vous connaissez son état d'hydratation, son niveau de fatigue, est-ce qu'il est tombé, est-ce qu'il a pris une balle, est-ce qu'il est encore vivant, est-ce que ça vaut le coup d'envoyer une équipe de secours? C'est quand même pas négligeable, parce que, vous êtes d'accord avec moi, un soldat mort, ça ne sert à rien de risquer un hélicoptère et une équipe de 5 hommes, alors qu'il est déjà mort. Et bien avec ça, on peut le prévenir. Donc vous voyez, il y a certes l'outil médical, mais il y a tous les outils de prévention qu'il y a derrière. Les marches, combien de fois on a fait des malaises sur des marcheurs, les courses à pied. Le pire en course à pied, pour l'avoir fait plein de fois, c'est pas les semi-marathons ou les marathons, ça, il n'y a pas de problème, les mecs, ils sont entraînés. C'est le 10 km du dimanche. Le mec, au 10 km du dimanche, il dit, tiens, si je vais faire un 10 km, il n'est pas préparé, il fait son infart au 3e kilomètre. Avec des outils comme ça, eh bien, on peut prévenir déjà les accidents. Donc, et c'est léger, donc ça s'intègre dans les vêtements. Les enfants. Alors, en fait, c'est connecté dans le smartphone. Oui, mais le smartphone, lui. Le smartphone, après, il connecte par le 5G.
Ah oui. Et il envoie toutes les données. Bon, le 4G, ça suffit. Et vous voyez, des outils pareils comme ça pour la pédiatrie. Les gamins, vous les scopez, vous mettez des câbles partout, un gamin de 3 mois, c'est infaisable. Avec un outil comme ça, vous collez le patch dans le body, vous avez un monitorage complet, donc les morts subites, les bronchiolites, enfin tout ce qu'on veut, on a un monitorage complet et léger, et H24. Donc c'est vraiment un avantage majeur. Et le smartphone dans la poche. Et le smartphone dans la poche. De toute façon, qui n'a Non, mais c'est la distance par rapport à... qui n'a plus de smartphone dans la poche? Même les vieux, ils ont des smartphones dans la poche maintenant. Mon chat encore, mais ça va dire. Oh, Non, mais il est connecté aussi, le chat maintenant. budget justement pour nous en béton. Quel budget? Quel budget? Alors ça, le patch en tant que tel, il coûte 35 €. Ouais. C'est à usage unique par contre. Mais c'est déjà moins cher que rien que le trépied en inox qu'on balade pour le moniteur d'urgence. Hein. C'est pas un usage unique, c'est un patient unique. Oui, c'est un patch unique. Ouais, il y a une durée de vie qui est assez courte. Je crois que c'est 5 jours. Ouais, 5 jours. Ouais, mais Parce que ça se recharge pas. un monitoring d'hospice sur un chat ou un chien, c'est sympa. Hein. Ah, aux urgences, il passe pas 5 jours, heureusement. 48 heures maxi. En hospice, nous. Alors c'est bien ça les patchs, mais j'ai mieux. Donc. Ça, on peut le faire à distance enfin, avec une caméra. Voilà, parce que le smartphone, voilà comment il nous voit. J'ai trouvé les mecs qui s'éclatent en génétique, hein, qui font des grenouilles transparentes. Et en fait, quand vous regardez votre smartphone, il vous voit exactement comme ça. C'est comme ça que avec Quantique, Quantique, voilà, avec Quantique, oui, c'est ça. C'est comme ça que Quantique a fonctionné. C'est qu'en fait, vous avez une caméra qui vous voit comme ça. Et cette caméra, elle va mesurer tous les paramètres vitaux. Alors au début, j'avoue, j'y croyais pas des masses. Puis la première fois que j'ai regardé 30 secondes le smartphone, il m'a donné ma fréquence cardiaque, ma saturation. Et ta fréquence. Et ma fréquence respire, pardon. Et le Saturn que je vais au doigt donnait exactement les mêmes infos. Et là, on se dit quand même, c'est quand même pas mal. Et apparemment, pression artérielle et glycémie. Ça semble être du domaine du possible. Alors la glycémie, pour la petite histoire, ils font ça avec la polarisation de la lumière dans la sueur. Ouais. La réalité augmentée, donc là on est dans l'aide aux soins, c'est super intéressant, c'est technologiquement assez incroyable, ça repère veine, artère, mais concrètement, à quoi ça sert? C'est de la réalité augmentée, hein, ni plus ni moins. On projette une image virtuelle, hein, c'est du proche infrarouge. Alors pour les veines, hein, c'est du proche infrarouge en tout cas. On va projeter l'image du réseau veineux. Alors, quand vous avez travaillé à la Riboisière avec des toxicos à pu savoir quoi en faire, et tout de suite où est l'intérêt. C'est tout d'un coup le toxico il dit oh je savais pas que j'en avais une là, ça va aller pour moi. S'il est partant à la vérité, voilà. Ou en pédiatrie. Le petit bébé vient boudiner, de temps en temps la veine, faut la trouver. Et ben voilà, grâce à ces outils-là, on repère les veines directement. Et puis de l'autre côté, il y a une firme normande qui a fait encore mieux. Là, on repère carrément l'artère, donc beaucoup plus profond. Une ponction artérielle par un infirmier compétent, c'est 70% de réussite à la première ponction. Là, on va monter à 98%. C'est-à-dire que pour le patient, c'est quand même, ça change le truc. Parce que vous savez, 7 fois sur 10, ça monte tout seul, nickel. Puis 3 fois sur 10, alors allez où? On va la chercher, tout ça, on travaille bien. Voilà. Puis encore, nous, on a un avantage sur vous, c'est que le patient, enfin, c'est quoi que. Normalement, le patient ne nous mord pas. Enfin, ça mériterait d'être pondéré comme argument. Ça te prend où? Voilà, mais chez vous, en plus, voilà, il va bouger, tout ça. Et bien avec ça, on améliore la qualité des soins et on gagne du temps. On va enchaîner sur la robotique. Il y a beaucoup de cas d'application, de l'aide aux soins jusqu'à les enjeux logistiques. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que là aussi, la médecine d'urgence et les services d'urgence, en dehors de la chirurgie, c'est là où la robotique est le plus déployée. D'ailleurs, en parlant de robotique, un petit détail, les robots chirurgiens ne sont pas des robots, ce sont des drones. Puisqu'ils sont téléopérés par un humain, ils n'ont pas d'automatique et ils ne s'adaptent pas à une situation. En fait, les robots, il y en a toute une foule. Vas-y, passe la suivante. Ah oui, non, t'es pas dessus. Petite latence. Ah oui, il y a un bug. Donc du coup, sur la suivante, en fait, les robots, il y a deux types de robots, en gros, qu'on peut utiliser dans les services hospitaliers. Il y a les robots logistiques, qui transportent du matériel. Alors, on en reparlera demain, mais le problème à l'hôpital et dans la santé, c'est qu'on aime bien, on dit, il faut faire de l'humain. Et quand même, on préfère René, 50 ans, alcoolo-tabagique, on arrive un jour sur deux, qui est coursier à l'hôpital. Alors, vous n'avez pas la joie du coursier à l'hôpital, mais c'est quand même le mec qui en fout moins de tout l'hôpital. Et bien lui, par contre, le robot, il est assez sympa, quoi. Il travaille tout le temps, il est sympa, il a juste besoin d'être chargé. Il ne s'arrête pas pour discuter dans les couloirs, enfin c'est quand même
que de l'avantage. Et puis, on a même des robots interactifs. Alors, celui qui est là-haut, là, le Zora, tu vois, c'est dommage parce que ça, au départ, c'était une invention française qui a été rachetée par je crois que c'est les Japonais qui l'ont racheté. En fait, c'est un robot interactif. Il communique avec les enfants. Et il va faire une interaction avec l'enfant. Et on s'est rendu compte que ça marchait vraiment bien. Alors déjà, il a un YMCA qui est impeccable. Mais en fait, quand vous perfusez un enfant, que ça se passe du premier coup, sans pleurs, sans rien, puis en plus, c'est un double avantage. C'est que non seulement l'enfant est fasciné, mais en plus, le parent qui vous saoulait, il est fasciné aussi. Il filme le robot. Donc vraiment, il n'y a personne qui vous empêche de travailler. Et quand le gamin, il vous dit, on lui explique qu'il va avoir une deuxième prise de sang parce que c'est suspicion de myocardique, il dit, ah bah alors, du coup, je vais revoir le robot. Dites que là, l'outil marche vraiment. Et en faisant ça, avec ces outils-là, on a eu une baisse des pleurs chez les enfants. Alors les robots, voilà, ça sert à plein de choses. On peut faire de l'échographie, on peut faire les Coréens ont inventé un robot pour faire les tests de Covid. Faut être sûr qu'il est... Bah, cela dit, l'avantage du robot, c'est qu'il a un geste précis, il ne va pas éternuer au moment où il fait le geste. C'est quand même vachement bien. Ça c'est la crainte de mes infirmières. Elles en ont peur. C'est un robot préleveur. Vous mettez le bras dans le tube, il fait la prise de sang tout seul avec 100% de réussite. Bah oui, parce qu'en fait, il fait un repérage au prochain infrarouge, et après, il colle une sonde d'écho, et il fonctionne. Bah finalement, par rapport à l'infirmier qui peut être fatigué, qui peut faire autre chose, etc., bah au moins là, c'est rapide et c'est efficace. Alors sur l'impression 3D, on a une petite surprise. Pour cela, je pense que vous êtes très étonné côté veto. Mais là encore, sur des applications santé concrètes, aux urgences ou dans le monde médical, à quoi ça peut servir? Ça me semble surtout très cher. Alors, bah non, c'est pas si cher que ça en fait. Le truc, c'est qu'on a découvert l'impression 3D, pareil, avec le Covid. Finalement, c'était pas si mal, hein, le Covid. Enfin, si, même. Pour un urgentiste, c'était très bien, le Covid. C'était génial, on n'avait que des malades graves, pas de bobologie. Bonheur pour nous. Et personne pour sur la route. Parfait. Mais en fait, voilà, on a surtout appris qu'on pouvait imprimer du matériel. On pouvait fabriquer notre propre matériel biomédical. Et ça, par rapport, vous voyez, en fait, un mandrin long béquillé pour intuber, en pédiatrie, c'est un truc qui est un tuyau qui fait 40 cm, avec... mais comme c'est très peu utilisé, eh bien ce petit tuyau, il est vendu par le laboratoire à 80 €. 80 € pour un vulgaire tuyau en plastoc. Bah, finalement, on peut peut-être se l'imprimer nous-mêmes. Et puis plutôt que d'avoir du stock, bah, on fabrique à la demande. Et plein de choses, en fait, on peut imprimer tout le matériel qu'on veut après. C'est, voilà, là, nous, on est en train de travailler sur les attelles. Alors pour l'instant, il faut encore 30 000 pour imprimer une attelle. Alors, Mathieu, tu sais que ça coûtait cher, en fait, pas si cher que ça. Une orthèse, actuellement, une orthèse de poignet, ça coûte 50 €. L'imprimante, effectivement, 3D vaut 15 000. Mais par contre, la fabrication de l'attelle, c'est 2 €. Finalement, dans la durée, et puis, vous n'avez plus de logistique de stock, parce que ça, c'est toujours le truc, le mec, il a mal au poignet droit, vous faites le stock, vous n'avez que des poignets gauches. Ou que des poignets, vous avez aussi des poignets droits, mais juste pas la bonne taille. C'est un truc tout con, mais ça, en termes de logistique, l'avantage, là, vous fabriquez à la demande. Plus de problème de logistique. Et pour faire ça, là, juste besoin d'une photo. C'est automatique derrière, et la machine travaille tout seul, en termes de logistique et de ressources humaines, qui est quand même assez intéressant. On a la seconde étape maintenant quand même de l'impression 3D, c'est les plaques d'ostéosynthèse et les guides de coupe. Ça commence à arriver, c'est de plus en plus utilisé aux États-Unis, c'est testé aujourd'hui en France. Et là, c'est pour ça qu'on va y aller un petit peu et vous faire une petite surprise et travailler juste un petit peu le sujet sur la chirurgie du futur et sur les enjeux de l'orthèse et de l'impression 3D implantable. Surtout, on a changé de concept. Pendant des années, on a adapté le genou à la prothèse. Aujourd'hui, on adapte la prothèse au genou. C'est l'air tout bête, mais c'est quand même un gros changement en termes de prise en charge des malades. Et le truc que vous voyez en bas, le caisson, ça s'appelle Made in Tone. Et bien ça, c'est une usine d'impression 3D. Ils vous déposent ça dans la cour de l'hôpital, et ça fait même du 3D stérile. Vous lancez vos impressions de prothèse le soir, le lendemain matin, votre prothèse, elle est prête et stérile. Alors qu'avant, il fallait 3-4 jours pour le commander. Et imaginez bien qu'on a des patients âgés qui ont des taux de mortalité qui augmentent, juste parce que on n'a pas la prothèse en stock. Et donc, il faut attendre 2-3 jours, et on sait qu'une prothèse de hanche, plus on va l'opérer tard, et plus elle va mourir. C'est quand même dommage. Là, on a la possibilité de fabriquer en temps réel et de diminuer le temps d'attente des patients. Donc, il y a un vrai avantage. Alors du coup, pour vous faire juste une petite parenthèse sur la chirurgie aujourd'hui dans le monde, en France et aux États-Unis. Alors là, la chirurgie avant, ça c'est des photos, si vous ne l'avez jamais fait, c'est le musée de Budapest sur la médecine pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est assez incroyable, c'est le musée Grévin de... Je vous rappelle que chirurgie, il y a 300 ans, ils étaient barbiers. Donc ça a beaucoup évolué jusqu'à maintenant.
Ça, c'était la planification qu'on faisait avant. Donc sur un calque, il y a beaucoup de vieux chirurgiens qui continuent à faire cette planification-là. Aujourd'hui, c'est fait en 3D, et aujourd'hui, c'est ça l'environnement du chirurgien, on va appeler 4.0, où on a la possibilité de planifier en 3D toute cette chirurgie, et même sur un trauma, c'est-à-dire qu'on va avoir le cliché du traumatisme, et on va avoir une reconstitution 3D de la réduction de fracture pour retrouver l'os sain de façon complètement automatisée. On va avoir un aspect collaboratif, ce qui est intéressant pour les chirurgiens un peu seniors avec les juniors. Est-ce qu'ils testent aussi un peu les juniors sur leur planification, parce qu'on peut la processer derrière sa chirurgie. Une fois qu'on a sa cible chirurgicale, ils montent toutes les étapes de leur chirurgie. Un senior annote, contrôle, donne des points d'intérêt, etc. Sur la chirurgie. Puis derrière, ça peut être, et ce sera peut-être une réalité dans 10 ans, c'est qu'une fois qu'on a planifié cette chirurgie, ça peut passer à un robot, un vrai robot, pas un drone cette fois-ci, pour qu'il puisse le faire automatiquement. Et dernière innovation actuelle, c'est dans le bloc opératoire, où maintenant ils ont les lunettes en projection holographique, justement sur cette réduction de fracture, où ils vont repérer tous les morceaux d'un trauma complexe, par exemple, en projection sur le patient, et avoir ces étapes, ces process, pour que tout soit superposé. Il y a même des dispositifs de recalage, s'il les a mal placés, pouvoir aussi les remettre au bon endroit. Et même une technologie d'IA maintenant qui est en capacité, sur les contraintes biomécaniques, de positionner les vis et de surtout ne pas les mettre dans des zones à contraintes fortes, où il y a de l'ostéoporose par exemple, où il y a beaucoup de fragments en reconstitution, etc. Voilà, on commence à avoir en chirurgie quelque chose d'assez impressionnant. On reviendra un petit peu à la fin dessus. J'ai un petit clin d'œil. Alors, les drones, hein, ça c'est vraiment le truc de l'urgentiste. Ça c'est notre grand rêve. Et en fait, aujourd'hui, un drone, ça peut livrer un défibrillateur, livrer une bouée de secours. Donc, en termes de prévention, c'est quand même pas négligeable. Ça peut aussi transporter des produits sanguins, transporter des médicaments. Il y a un exemple, alors, proche de la vétérinaire, à Évreux, hein, en Normandie, j'ai découvert qu'il y avait des vipères. Et tous les étés, il y a toujours un crétin qui met la main sous une pierre et qui se fait mordre par la vipère. Donc il arrive aux urgences d'Évreux, et le vipère-fab, il est au CHU de Rouen, 80 km. Donc qu'est-ce qu'on fait un dimanche? On envoie un taxi ou une ambulance chercher le vipère-fab et le ramener, aller-retour. Avec les problèmes de la route, en plus, quand vous faites ça, les étés de gilets jaunes, c'est encore meilleur. Mec, il faut 3 heures pour qu'il récupère son vipère-fab. Bah, finalement, vous mettez un drone, en moins de 30 minutes, le drone, il a fait Rouen-Évreux. Donc il y a un intérêt non négligeable. Pour tous les médicaments, pour les produits sanguins, ça veut dire aussi, actuellement, quand on a un accident de la route et qu'on a besoin de produits sanguins, on fait venir un motard. Le jour d'aujourd'hui, on pourra faire venir directement les produits sanguins sur le lieu de l'accident. Et certains drones sont encore plus performants. On commence à avoir des drones qui font de l'infrarouge et qui sont capables de repérer les corps sous une avalanche. Alors plutôt que de faire les chiens et le bâton, bah, tout d'un coup, là, le drone, il décolle et il fait la même zone que le chien, mais juste en 8 fois moins de temps. Objet connecté et télésurveillance. Je vous propose qu'on aille un peu vite parce que ça commence à prendre un peu de temps, je pense, Fabrice, non? Je pense qu'on On a commencé en retard, mais j'avoue qu'on est assez Ouais, je suis d'accord. activé, Donc on on va aller chercher quelque chose, l'objet connecté, la montre, le tapis, la balance, etc. C'est la télésurveillance des maladies chroniques. Juste pour la montre, Ouais. juste pour dire quand même, la montre connectée, moi je la... bon, voilà. Je l'ai prescrit à plusieurs patients. Et en fait, quand les patients m'appellent en régulation, aussi au SAMU, je leur demande la première chose pour des palpitations, est-ce que vous avez une montre connectée? Oui, non, oui, envoyez-moi le CG. J'ai fait 2 fois un diagnostic de fibrillation auriculaire sans voir le patient. Et donc, au lieu d'être allé aux urgences, il a été voir directement le cardiologue. Ça a quand même un intérêt médical non négligeable. Je te propose d'enchaîner tout de suite avec un sujet qui te concerne directement. Les canards? Là, Non. l'apnée du sommeil. Moi, je pense que c'est quelque La chose. du sommeil, là, tout de suite. Eh non, bah ça, c'est un truc tout bête, c'est qu'aujourd'hui, polygraphie, alors vous voyez, sur quoi? Programme à polygraphie, rendez-vous le 15 septembre. C'est quand même génial. Bah, voilà. Le smartphone, tout le monde en a un. C'est-à-dire que je peux faire ma polygraphie demain, sans avoir de matériel lourd, et aussi pour le professionnel de santé, sans avoir à investir dans un matériel de polygraphie. Le smartphone, c'est un outil redoutable. Ça fait tout. Et puis bah, demain, voilà, ça c'est le Qualcomm X-Prize. Alors, c'est assez amusant hein, pour ceux qui sont fans de science-fiction. Ils vont appeler ça le tricorder, comme dans Star Trek. Mais en fait, cet outil-là, il fait tout seul 15 diagnostics, en autonomie complète. C'est fait pour la NASA, mais voilà, il y a un avenir. Probablement que demain, il y a un certain nombre
d'outils qui pourront travailler tout seuls. On conclut sur la réalité mixte ou la réalité augmentée. Tout le monde pense que c'est un fantasme notoire. Pour beaucoup de choses, un peu le cas. On l'a vu pour la chirurgie, ça avait un intérêt quand même. Mais ça en a quelques-uns, je pense. Je pense que l'un de tes dadas, qui est la formation. Ah oui. Plutôt que d'essayer sur des patients, bah, la première fois, on essaye sur un virtuel. Alors, c'est mieux aussi que le mannequin, parce que c'est bien un mannequin. Un mannequin de simulation, ça coûte 80 000 €. Et ça a de la logistique, etc. C'est complexe. Bah là, on peut faire la simulation dans n'importe quelle salle. Donc il y a quand même un avantage de coût et de facilité d'accès à la formation qui est non négligeable. Douleur. L'hypnose. Ça, c'est plus pour les patients. Alors je ne sais pas si ça marche sur les animaux. Je serais curieux de savoir si la réalité virtuelle a un impact sur les animaux. Eh ben, en tout cas, chez l'humain, ou chez le toxicomane, ça c'était un patient toxicomane, on lui a fait tout ce qu'on pouvait pour lui réduire son épaule, il n'a jamais réussi à dormir. On lui a collé le casque d'hypnose, on lui a réduit la luxation comme une fleur. Comme quoi, ça marche. Allez, on conclut sur un petit sujet, un petit clin d'œil pour vous dans ce qu'on vous a présenté finalement dans cet écosystème de chirurgie 4.0 où on fait des choses assez incroyables. Très sincèrement, aujourd'hui, on doit avoir 71 projets. C'est celui qui technologiquement est le plus avancé, le plus complet et le plus riche en termes d'IA. Eh bien, sachez qu'il ne vient pas du tout du monde de la médecine, il vient de la médecine vétérinaire. Il a été testé pendant plus de 14 mois et même développé et calibré sur des chiens, sur des opérations chirurgicales de redressement et de déformation fémorale, il me semble, ou humérale. Et voilà, en fait, finalement, ça a été testé, utilisé avec beaucoup de retours positifs. Je ne sais pas si financièrement c'est possible d'avoir ça de façon holistique en médecine vétérinaire, mais la chirurgie du futur en vétérinaire, c'est pas du tout de la science-fiction. En tout cas, ce qui a été fait jusqu'à maintenant, ça fait partie de ce qu'on a de plus sérieux aujourd'hui en médecine, c'est en veto. Merci beaucoup. Et voilà. Bon, là, on a vu que ce n'était pas de la fiction, mais de la réalité. Hein. Bon, on vous posera quelques questions tout à l'heure, et on va laisser le micro à Gwendoline qui va envisager un peu la même approche en médecine vétérinaire. Oui, moi tout ça, ça me donne envie de voyager dans le temps. Il nous manque juste la machine, et puis quand je vois déjà les voyages touristiques en sous-marin, c'est pas encore au point, donc je pense qu'on va attendre un petit peu pour les voyages dans le temps. Alors, je vous propose plutôt de faire un peu de prospective. Donc, qu'est-ce que c'est la prospective? On va aller regarder des signaux faibles pour essayer d'identifier les tendances de demain. Et pour ça, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder un peu le marché de la PetTech. Alors, qu'est-ce que c'est la PetTech? C'est simplement le secteur d'activité qui va mêler innovation et bien-être, santé animale. Et donc, c'est un marché extrêmement prometteur. Et pourquoi il est prometteur? Parce qu'il y a de la demande. Il y a de la demande, il y a actuellement 64% des propriétaires qui utilisent une appli pour leur animal, donc ils sont de plus en plus connectés, donc ça attire de plus en plus d'acteurs, notamment des startups. Et alors à l'heure actuelle en France, seuls 5% des propriétaires possèdent un objet connecté, mais il y a tout de même 17% qui déclarent vouloir dans le futur en acheter un, donc c'est déjà un peu plus haut. Et surtout, au niveau du rachat, là on est très bon, puisqu'on a 84% des acheteurs qui souhaitent réacheter un objet connecté. Et il y a un souhait d'information en clinique vétérinaire. Et c'est là que les vétérinaires ont un rôle à jouer. Et selon vous, quel est le pourcentage de recommandations par les vétérinaires? Entre 0 et 2. On est un petit peu plus. Alors, les sondages montrent que 54% des vétérinaires sont favorables, c'est peut-être pas de la recommandation, mais en tout cas, ils sont favorables à l'utilisation par les propriétaires. La recommandation, ça va être le stade d'après. Et le taux de recommandation en lui-même, lui, il est de 29%. Et c'est 10 points de plus qu'en 2 ans. Donc, on peut imaginer que dans 2 ans, 4 ans, 5 ans, ça va encore monter. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tout l'enjeu, il est d'impliquer davantage les propriétaires dans la prise en charge des maladies de leurs animaux, et même d'anticiper dans la prévention. On a encore cette culture, alors peut-être un peu moins dans les grandes villes, mais encore à la campagne, un chat, tant que tout va bien, on ne s'en occupe pas, moi mon chat, il est en bonne santé, alors je ne le vaccine pas.
cas, moi, je l'entends encore dans mon entourage. Et on parlait ce matin, il y a eu la question comment je fais pour faire rentrer de l'intelligence artificielle dans ma clinique. Et bien peut-être qu'une voie d'entrée, ça pourrait être la thermochip. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance ne connaît pas la thermochip? Tout le monde connaît la thermochip. Et qui utilise la thermochip? Bon, je veux dire mes collègues du marketing, qui ont encore du boulot. Donc tout le monde connaît la thermochip, donc je vais passer assez vite sur la partie technique, d'autant qu'on est en retard. Mais vraiment, l'avantage qu'on voit au-delà du fait que oui, c'est une identification qui prend la température, c'est quand même de remettre en place, de remettre dans le contexte le fait que finalement, une valeur isolée, ça a quand même peu de valeur. On a tous eu en consultation ce jeune Malinois surexcité qui arrive... il est en pleine forme, il est hyper content, il saute dans tous les sens, il vient pour son vaccin, tout est impeccable quand on interroge les propriétaires. On prend la température et elle est un peu élevée. On se dit, ben oui, il est juste super content de me voir. Et finalement, on n'en fait rien de cette valeur toute seule. Et en fait, ce qui est, dans le futur, ce qui sera intéressant, c'est de savoir pour cet animal X, quelle est sa norme, sa fourchette de température normale, et de pouvoir aller capter quand on va avoir une déviation de cette normale. Parce qu'on sait finalement que d'un individu à l'autre, et c'est pareil en médecine humaine, on va avoir des variations selon le sexe, selon la race, selon l'âge, bien sûr selon le moment de la journée, selon si l'animal a mangé ou pas, comme je le disais, selon l'activité, le stress. Donc en fait, il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Et ça, c'est des choses que des algorithmes d'intelligence artificielle pourraient prendre en compte dans un futur relativement proche, afin de nous permettre d'avoir une analyse plus fine et surtout de prédire quand on va avoir des variations de cette température. Et l'avantage, c'est que les mesures, elles sont illimitées. On peut en prendre autant qu'on veut. Donc quand on a ce patient en hospitalisation qui est difficile à manipuler, soit parce qu'il est algique, soit parce qu'il est stressé, c'est quand même beaucoup plus facile de passer un coup de lecteur devant le patient que d'aller utiliser un thermomètre. Et donc, comme je le disais, ça permet de déterminer son intervalle physiologique et de voir les déviations par rapport à la normale. Et ce qui est intéressant avec la... Oui. Question, docteur, qu'est-ce qu'on a comme enregistrement possible? Parce que c'est bien gentil d'aller passer pour lecteur de thermochip. Qu'est-ce qu'on a comme enregistrement à l'heure actuelle? Alors, on s'était mis d'accord tous les deux, ça c'était le petit teasing. Donc, je rebondis, merci pour l'intro. Alors, justement... T'as mon IBAN? Voilà, on en reparle tout à l'heure. Donc, justement, à terme, l'idée, c'est que les outils connectés, comme ceux qu'on voit à l'écran, qui fonctionnent avec des puces électroniques, à terme, ces outils pourraient bien évidemment collecter d'autres datas que juste l'identité de l'animal. On peut imaginer qu'un animal qui a une thermochip, est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer sa température? Et évidemment, à chaque fois que cet animal il passe dans sa chatière, il va boire, il va manger, ben, ce serait l'occasion de collecter des données de température. Donc oui, pour l'instant, on est avec des scans manuels avec des lecteurs. C'est une première étape. Voilà, je vous donne une idée de où on peut aller très prochainement. Et donc là, celui-là, il ne marche pas avec la puce électronique, mais c'est un objet connecté aussi. Focus chien, c'est le tracker animaux, et je vais revenir dessus. Alors si on regarde déjà les trois premiers qui sont très orientés chat, mais néanmoins le chouflap il y a une taille plus grande pour les chiens, et puis les autres ne sont pas incompatibles pour les petits chiens. En fait, on va retrouver toutes les données collectées dans une application. C'est la même application pour les trois. C'est l'application SurePetCare. Et en fait, le lien entre les deux, c'est un hub qu'on va simplement brancher à la box et qui ensuite va communiquer avec les outils connectés pour transférer les données dans l'appli. Donc si on regarde le premier, le Felaqua Connect, qui est donc un distributeur d'eau intelligent, donc il va détecter la puce de l'animal et ça va nous permettre de récupérer les données sur la quantité d'eau bue et à quel moment. Avec le petit avantage par rapport, parce qu'on a tendance aussi à recommander souvent en médecine vétérinaire des fontaines à eau, avec le petit avantage qu'il est silencieux, ce qui est un avantage pour certains chats, qu'il n'y a pas de fil électrique, et que le design a été travaillé avec un vétérinaire comportementaliste pour avoir une forme attractive pour le chat, et voilà, cette forme un peu plate, un peu grise, ça a été montré que c'était plus intéressant pour les chats. Alors, l'avantage, c'est que ça ne va pas rester juste dans l'appli de notre propriétaire. C'est qu'en fait,
Maintenant, on est capable d'exporter des rapports PDF que le propriétaire va pouvoir imprimer et ça peut générer un motif de consultation pour interpréter ces rapports quand il y a des déviations de la normale et des questions. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir l'historique sur les 6 derniers mois, donc pour voir s'il y a des changements de tendance, parce que les propriétaires, ils voient leur chat boire tous les jours, donc on sait tous qu'ils ont du mal à détecter un changement notable, mais là, ça peut être l'occasion pour eux de voir qu'il y a eu une augmentation de la consommation d'eau et à terme de contacter leur vétérinaire pour s'interroger sur cette augmentation. On peut aussi regarder sur les 30 derniers jours ou simplement sur les 7 derniers jours, soit voilà, via ce petit graphique ou alors des données sous forme de tableau. Et alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a des multipossesseurs et qu'on a 2 chats qui vont boire au même endroit. Si les chats boivent au même moment, en fait, là, on va avoir un petit carré qui va nous dire qu'il y a plusieurs animaux qui ont bu au même moment. Et donc, ce ne sera pas pris comme une donnée individuelle. Alors, les exemples d'applications qu'on va avoir, bien évidemment, il y a déjà chez l'animal en bonne santé. Donc, pour détecter, comme je le disais, des variations éventuelles, suivre son hydratation, sachant que ça permet aussi juste de penser à re-remplir pour le chat et pour les propriétaires un peu étourdis. Et puis, bien évidemment, on imagine beaucoup d'applications cliniques pour des maladies chroniques ou notamment des maladies où on va avoir des polyuropolypsies. On peut imaginer chez les diabétiques sous traitement l'utiliser comme moyen pour suivre la consommation d'eau du chat et voir si à un moment on a une déviation qui pourrait laisser penser qu'il y a peut-être le traitement à revoir. Bien sûr dans les maladies rénales chroniques, dans l'hyperthyroïdie. Alors, un peu sur le même mode de fonctionnement, on a le SureFeed qui lui aussi est connecté via la puce électronique, à la différence que le Félaqua, n'importe quel chat va pouvoir aller y boire, parce qu'évidemment on ne va pas restreindre l'accès à l'eau. Là, l'idée c'est que seul l'animal autorisé va pouvoir déclencher l'ouverture. Et si on a un animal non autorisé identifié qui arrive, ça va se refermer, même si c'était ouvert. Donc ça c'est quand même intéressant, encore une fois notamment chez les multipossesseurs. Là également c'est contrôlé via l'application. Ça va permettre de personnaliser le régime alimentaire, il y a une balance intégrée. On peut mettre du sec et de l'humide, puisqu'on a, là on voit ici, là c'est 2 petits bols. On a aussi la version unibol, mais on peut mettre en 2 petits bols pour avoir du sec et de l'humide. Et on a une fermeture hermétique. Et donc de la même façon, on va avoir des rapports de consommation sur les 6 derniers mois, les 30 derniers jours, là encore à la semaine, avec des informations sur la quantité qui a été consommée, la quantité qui reste, à quelle heure ont eu lieu les repas. Donc là encore, on peut imaginer un certain nombre d'applications. Donc assurer le respect d'un régime spécifique. Pour les foyers multipossesseurs, typiquement, j'ai un animal qui a une alimentation pour prévenir la récidive de calcul de struvite et j'ai mon chat senior qui a son alimentation senior. Ben là, c'est pas compliqué. Chacun, on lui met son SureFeed et comme ça, il n'y en a pas un qui va piquer la nourriture de l'autre. Il faut mettre en hauteur, séparer. Voilà, là, hop, c'est réglé. Et ça, c'est vraiment de la simplicité pour le propriétaire. Et donc, du coup, beaucoup plus de garanties qu'il va suivre la prescription. C'est également intéressant, évidemment, dans le cadre d'un protocole de gestion de l'obésité. Alors, évidemment pas tout seul, avec l'enrichissement de l'environnement, avec voilà, toutes les mesures qui accompagnent l'alimentation qui va bien, qui accompagnent une perte de poids, mais c'est un outil supplémentaire, d'autant plus qu'ici, comme on a l'analyse de ce qui a été mis dedans, ce qui a été consommé, le propriétaire est obligé un petit peu plus de s'impliquer. C'est un peu comme ces montres connectées qui nous disent le nombre de pas qu'on a fait. Donc voilà, automatiquement, ils sont obligés de se prendre un peu plus au jeu. Et c'est une autre application intéressante, c'est pour des animaux peut-être qui ont un appétit un peu capricieux, où là, ça permet aussi de s'assurer qu'ils ont une consommation correcte sur le long terme, en tout cas de la suivre. Et puis enfin, dans les objets plutôt chats, on a, même si je disais il existe une taille plus grande qui est adaptée pour les petits chiens, on a la chatière connectée.
donc qui va permettre de bloquer les intrus, puisque seuls les chats autorisés pourront l'utiliser. Et donc là encore, on va avoir des rapports d'activité avec, toujours pareil, les mêmes temporalités. Et en termes d'application, donc pareil, on peut en imaginer un certain nombre. Donc le suivi de la reprise d'activité, de la perte de mobilité, la surveillance sous le confinement. On a la visite chez le vétérinaire, clac, on bloque la chatière pour être sûr d'avoir le chat qui ne va pas être dehors au moment où on aura besoin qu'il soit là. Et si on s'intéresse maintenant un petit peu plus aux chiens, donc on a le tracker d'activités animaux. Alors lui, il est vraiment à réserver aux chiens parce qu'en fait, il utilise un algorithme adaptatif qui a été mis en place sur les mouvements propres aux chiens. Et comme les chats ne sont pas des petits chiens, c'est pas contre-indiqué pour un chat, mais ça n'a juste aucun intérêt parce qu'on ne pourrait rien en tirer. L'avantage, c'est qu'il peut être adapté sur différentes tailles de colliers et donc différentes tailles de chiens, parce que c'est un petit élastique, et il y a des élastiques de différentes tailles pour attacher le petit tracker au collier, et que c'est assez léger. Moi, j'utilise sur mon chien, qui est un petit chien un peu sensible, et ça ne le gêne pas. C'est résistant à l'eau, donc il peut faire toutes ces cascades avec. Et il va synchroniser, il va garder 3 semaines en mémoire entre chaque synchronisation, et les synchronisations se font avec le téléphone par Bluetooth, et on a en moyenne 6 mois d'autonomie. Et alors, à quoi il sert ce petit tracker? Alors tout d'abord, il va permettre de voir le niveau d'activité. Donc là, on le voit ici, on a les pics d'activité dans la journée, on va savoir si c'était plutôt faible, plutôt modéré, ça donne aussi les calories. Alors moi, je vous confesse une utilisation que j'en fais. En fait, moi, j'ai un dog-sitter qui prend mon chien une fois par semaine pour l'emmener en balade. Donc, quand il rentre, je synchronise. Oui, bon, c'est bon, il l'a vraiment promené, il l'a vraiment défoulé. Donc, ça, c'est une application intéressante. Mais au-delà de ça, on a aussi des cas, par exemple, de chiens qui sont destructeurs simplement parce qu'en fait, ces chiens-là, ils sont sortis 15 minutes en laisse le matin, 15 minutes en laisse le soir. Et après, on se dit qu'ils vont rester sages toute la journée. Et bien là, ça peut être un bon moyen de confronter le propriétaire en lui donnant des objectifs d'activité, et on peut après derrière aller corréler en disant voilà, tel jour il y a eu tel niveau d'activité, et comme par hasard ce jour-là il y a eu moins de destruction. Donc ça peut être une façon de faire adhérer le propriétaire à un protocole d'activité. Ça va aussi regarder la qualité du sommeil. Alors ça paraît gadget, mais j'ai une anecdote vraie de vraie d'une collègue américaine, dont le chien a eu des scores de sommeil qui avaient un peu baissé. Et donc, ils ont cherché, le chien était un petit peu âgé, alors ils ont fait des examens, ils ont fait des bilans sanguins, ils ne comprenaient pas. Et puis en fait, eureka, le chien avait froid. Ils lui ont mis une couverture, parce que les températures avaient baissé, les scores de sommeil sont remontés. Donc, moi, je trouve ça quand même sympa. Et donc, on a aussi les aboiements qui peuvent être mesurés. Ça aussi, c'est intéressant pour les chiens qui sont tout seuls à la maison un petit peu de temps, donc ça permet de savoir si le voisin qui vous fait des retours désagréables dit vrai ou pas. Alors avec une petite nuance quand même, si c'est juste un petit bouf, il ne va rien se passer sur l'appli, parce qu'il n'y a pas de capteur de son, c'est les mouvements de la mâchoire qui sont détectés. Par contre, si vous avez le wouh, là vous l'aurez dans l'appli. Et puis enfin, les manifestations liées au prurite, donc secouement, grattage, ça aussi, vous allez les avoir dans l'appli. Et encore une anecdote d'une collègue MSD au UK cette fois. Donc elle a un cocker, et en fait, il n'y a pas très longtemps, elle est allée chez son vétérinaire parce que l'appli lui avait dit qu'il y avait un peu plus de grattage et de secouement que d'habitude. C'était très faible, donc elle ne l'avait pas remarqué juste comme ça en voyant son chien. Et donc quand elle est allée voir sa veto lui a confirmé qu'il y avait un tout début d'otite. Elle lui a dit « Mais comment vous avez fait pour le voir? C'est vraiment super léger. » Et elle lui a dit « Je l'ai vu sur mon appli. » Voilà. Pour les possibilités. Et alors là, en ce moment, il y a une étude qui est en place avec Cap Douleur pour évaluer l'intérêt de cet outil dans le suivi des chiens atteints d'arthrose clinique et qui sont pris en charge, donc pour voir comment l'utiliser pour améliorer le suivi médical de ces chiens, monitorer leur bien-être, en collaboration avec le propriétaire, et donc regarder la corrélation avec les scores de douleur. On a hâte d'avoir les résultats. Voilà, donc globalement, moi je vois de multiples intérêts à l'utilisation d'objets connectés en médecine des animaux de compagnie. Tout d'abord, déjà rien qu'entre le propriétaire et son animal, ça permet de remettre un peu du jeu. L'exemple du tracker, moi c'est vrai que
Mon conjoint qui des fois a un peu la flemme, ah, j'ai pas envie de sortir le chien ce soir, je dis mais regarde, il a pas atteint ses objectifs en termes d'activité. Donc déjà rien que ça remet un petit peu de lien entre le propriétaire et l'animal. Ensuite, évidemment, ça joue aussi dans la relation entre le propriétaire et les équipes soignantes, puisque ça va inviter le propriétaire à se rapprocher des équipes vétérinaires quand il y a des déviations de la normale. Et donc là, c'est intéressant en termes de prévention, c'est intéressant en termes d'aide au diagnostic, comme on l'a vu. Et puis, on a vu aussi que ça aidait à adhérer à une prescription diététique ou à une prescription d'exercice. Et donc finalement, tout l'enjeu pour les vétérinaires, il va être d'arriver à trouver leur place dans cette nouvelle équation animale, propriétaire, e-santé. Et en fait, le vétérinaire, il va être là pour jouer son rôle d'expert. Et encore une fois, on est sur la même discussion que ce matin. Là, l'IA, elle est un ami, un allié, et non pas un concurrent. Puisque l'enjeu il va être simplement de garder l'accès à ces données patients, d'arriver à interconnecter avec les données de référence des grandes bases de données, puisqu'on n'est pas encore aussi bon comme humain pour avoir ces grandes bases de données dont on a parlé ce matin, et puis de facturer le temps passé, bien sûr, puisque c'est un service, et c'est un service qui est facturable au propriétaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, Gwendoline, juste une question de Mathieu qui a dû perdre son chat ou son chien, qui se demandait si ça permettait de retrouver son chat ou son chien par géolocalisation. Alors, ça, c'est juste un tracker d'activité, donc il n'y a pas de GPS dedans. Si c'est du tracker animaux que tu parlais, ouais. Non, il n'y a pas de GPS. Il y a des colliers avec GPS. Alors, il y a des colliers GPS. Aux États-Unis, on a un collier GPS. Pour l'instant, on n'en a pas en France. Bon, merci Gwendoline, merci Mathieu, merci Arnaud. On va passer aux questions, mais là on n'était vraiment pas du tout dans la fiction, on était vraiment dans la réalité. Et moi j'ai pas vu de conflit avec le docteur, mais plutôt dans l'aide au docteur. Alors je ne sais pas si vous en avez vu et écouté la même chose. Quel est votre avis sur ces services, ces objets connectés? On n'a pas trop fait le parallèle avec la data, mais l'intérêt de tous ces objets connectés, c'est aussi de faire de la data et d'améliorer le process pour que finalement, grâce à tous ces matériels, ces objets, finalement, c'est pas le patient qui décide d'aller voir son médecin ou le propriétaire qui dit « je vois que ça ne va pas », mais d'avoir des données factuelles qui déclenchent une consultation chez le docteur, puisqu'on parle du vétérinaire, du médecin. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette pertinence de la data et du déclenchement de la consultation grâce à tous ces objets? Oui, sur le déclenchement de la consultation, je te laisserai peut-être réagir, mais il y a une réalité qui est en train de se mettre en place, c'est ce qu'on appelait l'empowerment du patient, mais vraiment le patient acteur de sa prise en charge, puisque lui aussi regarde les dashboards, lui aussi regarde l'évolution de sa pathologie. Et pourquoi on a eu des patients experts en diabète qui étaient presque en connaissance plus fine de leur pathologie, de sa prise en charge, que le médecin lui-même ou le médecin traitant lui-même, tout simplement parce qu'à un moment donné, on était en capacité de lui donner suffisamment de données longitudinales sur son parcours et l'évolution de sa pathologie, au travers de la glycémie, etc. Tout ce process de compréhension de sa pathologie, de réaction thérapeutique et d'anticipation des événements, ça commence à se voir en insuffisance cardiaque, en insuffisance respiratoire, en insuffisance rénale, parce qu'ils ont justement de plus en plus ces données qui jalonnent leur parcours, leur évolution, et puis ils font lien avec leur ressenti personnel, et ça, beaucoup mieux anticiper aussi. Il y a peut-être un dernier sujet que je serais réagir aussi pour les industriels, les données qu'on sort, on appelle ces données longitudinales de parcours. Hier, on était obligé de les payer très cher parce que c'était du prospectif, avec les ICRF, les essais cliniques lourds, etc. Aujourd'hui, sont gérés et émergent de façon native et organique pour les enjeux réglementaires, les enjeux d'efficacité, d'amélioration continue des outils. Ça coûte beaucoup moins cher aujourd'hui de suivre la sécurité et les bénéfices d'un produit de santé, que ce soit un DM ou un médicament. Surtout, ce qui est étonnant, c'est la similitude qui existe entre la médecine vétérinaire et la médecine humaine. On a exactement les mêmes problèmes. Moi, je ne peux pas leur mettre la puce, mais en fait, non, tout ce qu'on a là, Ça pourrait venir. mais ça pourrait venir. Mais la surveillance de l'eau, j'ai
testé une start-up pour vérifier les gobelets dans les maisons de retraite. Alors, juste un truc qui est marrant, c'est qu'en médecine humaine, ça coûte 10 fois plus cher, alors que finalement, c'est exactement le même dispositif. Pratiquement tout ce que tu as montré, on pourrait l'appliquer dans de la médecine humaine, et effectivement, la prévention. Mais non, oui, alors la Châtière va plus loin. Non, mais c'est juste un truc tout bête, mais non, mais la gamète connectée, là, alors déjà, je ne l'ai pas mon chat, ça marche vachement bien. Mais on aurait la même chose. En fait, on a un problème parfois dans les maisons de retraite, c'est des déments diabétiques qui mangent l'assiette du voisin. C'est un truc tout con, mais en fait, finalement, on a exactement le même problème. C'est à partir du moment où le patient, il ne peut plus être géré en automatique. Les patients qui boivent, on a des patients en restriction hydrique qui vont se servir discretos au robinet. Et tout ça, en fait, on a zéro suivi actuellement en médecine humaine là-dessus. En fait, tous ces outils-là, ils pourraient être adaptés juste en claquant des doigts. Et surtout, c'est des outils de prévention qui sont majeurs. Alors, le problème, c'est que pour l'instant, en France, on ne sait pas faire de la prévention, on ne sait pas financer la prévention. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça coûte. On ne sait pas si ça vaut le coup de faire une prévention de l'OAP sur l'insuffisance cardiaque. C'est la première cause d'hospitalisation des plus de 65 ans. Et on n'est pas capable, contrairement, je pense, au monde vétérinaire, de calculer le coût que ça a de prévenir la survenue de ces épisodes. Donc, on a encore beaucoup de choses à faire. Jean-Jacques? Oui, on va parler du prix. Je pense que Gwendoline, pour que tu adresses, tu as juste dans la dernière phrase, il t'a zappé, tout ce qui est derrière. Facturation du temps passé sur la prévention des objets connectés. Je suis très intéressé sur ton point de vue. Est-ce que je botte en touche si je dis que moi je suis plutôt la technique et que je suis beaucoup moins bonne en business model? Non, je pense qu'effectivement, j'ai été praticienne pendant une durée assez courte, mais j'ai été praticienne. Et le souvenir que j'en avais, c'est que j'étais pas à l'aise effectivement pour parler d'argent, et surtout quand c'était un conseil, j'avais du mal à monétiser un conseil. Et là, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui sera à réfléchir, et peut-être en partenariat avec vos partenaires d'MSD. Je pense qu'il y a un vrai travail pour monétiser ce conseil, puisque c'est une expertise que les propriétaires ne peuvent pas trouver ailleurs. Ça prend du temps, et donc c'est logique que ce soit facturé. Alors, juste, on a exactement le même problème en médecine humaine. Sauf qu'en fait, actuellement, le conseil, on le file gratos par téléphone. Et en fait, d'un côté, on file le conseil gratos, mais surtout, ça nous prend énormément de temps. Et l'intérêt de ces outils-là, c'est que derrière, quand on va y mettre des intelligences artificielles, ça va juste prévenir le propriétaire qu'à ce moment-là, c'est le moment d'appeler. Pareil pour notre patient. Les montres connectées, maintenant, elles arrivent à détecter des fibrillations auriculaires. Il y en a deux, Apple Watch et ScanWatch de Willits, qui sont capables de détecter la fibrillation auriculaire. Mais l'intérêt pour nous, certes, il va y avoir des faux positifs, mais c'est juste qu'on arrête d'avoir des patients qui se pointent aux urgences en disant « j'ai senti des palpitations, je me sens pas bien ». Ouais, c'est pas grave, c'est rien. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est les deux mecs qui ont une fibrillation auriculaire, parce qu'eux, il va y avoir une sanction thérapeutique. Et donc l'intérêt pour nous de ces outils-là, c'est de filtrer tous les patients qui servent à rien et de n'avoir que les patients qui sont pertinents. L'idée, c'est d'augmenter la pertinence. Pareil en chirurgie. L'idée, c'est pas que le chirurgien voit 25 patients, c'est qu'il voit les deux qu'il faut opérer. Je ne sais pas si on peut faire ça en veto, mais les Américains, ils ne s'en emmerdent pas sur ce que je vous ai proposé, sur ce qui a été développé en veto, sur toute la chirurgie programmée en 3D, etc. En fait, ils disent aux patients, alors, soit je vous opère dans 3 semaines, j'ai rien, un calque et ça coûtera $60 000, ou je vous opère avec ça, et c'est dans 3 jours, et ça coûte $250 000. Il y en a qui le font, il y en a qui payent ça, et du coup, l'industriel, ou évidemment le chirurgien, se prend une belle com sur le... Je ne sais pas si c'est possible en veto, mais l'écart de prix est peut-être trop important. Ceci dit, il y a quand même une dimension culturelle, effectivement. Et ce qui est vrai, c'est que dès que vous discutez avec les clients, dès qu'il s'agit simplement de discuter avec les clients de l'interprétation de Bravo, tout le monde met des capteurs freestyle. Et je m'étais amusé à un moment d'avoir l'application freestyle, que je recevais des alertes et les gens m'appelaient là, machin. Et en fait, sous le prétexte que l'on discute comme ça, un peu à bâton rompu de la glycémie du chat, c'était infacturable. Donc en fait, on a complètement changé de système. Cela dit, en humain, on refait le compte des glycémies. Non, mais il pourrait y avoir un système qui est un système de facturation mensuelle. Et surtout, c'était pas très fiable. Oui, c'est-à-dire une facturation mensuelle pour le veto avec une analyse des données, un envoi d'analyse de données mois par mois avec un abonnement mensuel pour les quantités d'eau, pour les quantités de nourriture, voire pour les
différentes alertes de température, de manque d'exercice, etc. hein. Alors juste parce que sur le diabète, justement, moi je l'ai travaillé, parce que le diabétique, c'est quand même un problème aux urgences. Parce qu'il arrive, il est adressé par son médecin traitant pour un déséquilibre de diabète. Il n'est pas urgent, donc il est vu à 19h, au moment où il n'y a plus de diabétologue. Et en fait, il y a des applications maintenant, ça s'appelle, il y avait Diabnex, ça qui était pareil, un français, je crois, acheté par les Américains, qui calcule automatiquement les doses d'insuline en fonction de la glycémie de l'appareil. Et ça, tout de suite, pour nous, c'est-à-dire que les patients qu'on voit, en fait, on ne les voit plus. C'est quand même un intérêt. Sur l'enjeu de facturation, parce que ce que Fabrice proposait sur la mensualisation, c'est ce qu'a choisi la CNAM hein, pour la prise en charge d'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, c'est 350 balles par patient, c'est l'IPA surtout, enfin c'est des médecins aussi, mais c'est 354 € par an et par patient pour leur demande. C'est pas remboursé. Remboursé, oui. Oui, on a un problème avec le remboursement. Oui, mais alors, vous, les patients sont prêts à payer, alors que nous, je leur dis 3 € la boîte de Duprat. Par contre, pour le chat, il n'y a pas de souci. Ils ne payeront pas pour leur enfant, ils paieront pour le chat. Alors, la team de vie, ça commence aussi à... C'est un peu optimiste. Carole. Et quand on reçoit des données comme ça régulières, est-ce qu'on n'a pas un problème de responsabilité si par exemple il y a des données qui deviennent alarmantes et que les gens ne prennent pas l'initiative de nous contacter? Est-ce que nous on ne peut pas Et toi, tu ne prends pas l'initiative de leur dire pour venir. Voilà, si les gens ne nous contactent pas, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité si nous on les sollicite pas en disant faut venir, c'est urgent? Non, pas du tout, parce que c'est de la responsabilité du fabricant. Du coup, il y a eu des essais cliniques qui ont démontré qu'en règle générale et en moyenne, on faisait mieux avec le sang. Par contre, il n'y a aucun enjeu de responsabilité, par exemple, à non-assistance à personne en danger, etc. Il n'y a pas un enjeu de rester les yeux rivés sur les dashboards et sur les notifications pour pouvoir réagir dans la seconde ou dans la minute. Plusieurs décisions ont fait jurisprudence. Les seuls qui sont attaquables et c'est généralement sur une alerte qui ne remonte pas s'il y a eu un événement, c'est l'industriel, mais jamais le médecin. Ça fait ce qu'il peut dans son engagement de moyens à la réalisation d'un soin, il fait ce qu'il peut le maximum. Est-ce que vous parlez de dispositifs médicaux là? Du coup, oui, sur les enjeux de responsabilité. Voilà, alors je vais nuancer un petit peu votre réponse parce que c'est valable en humaine, mais le modèle de dispositif médical n'existe pas en vétérinaire. Donc un dispositif médical, c'est un matériau qui a obtenu, comme un médicament, une AMM en fait, de mise sur le marché, et qui du coup a un agrément, une validation avec une responsabilité du fabricant. Nous, tout ce qu'on utilise en vétérinaire n'est pas du tout passé par ce schéma-là, c'est en vente libre. Donc effectivement, si en tant que vétérinaire, on recommande ça, voire qu'on propose un service, le vétérinaire s'engage en termes de responsabilité, puisqu'en plus, on va le vendre, alors que là, le médecin n'est pas le vendeur du produit. Et j'avance un peu sur la réponse, je vais prendre la casquette de véto rural en fait, et parler aussi un peu des abonnements à ce qu'on appelle nous la maintenance sanitaire. On a vraiment essayé de réinventer notre métier en disant on va venir tous les mois dans la ferme pour éviter qu'il y ait des problèmes. Bon, je ne vous refais pas le discours de ce truc-là. Et c'est un peu là qu'on en arrive en canine. Si on veut rentrer dans une médecine prédictive, préventive, etc., c'est de dire à nos patients, à nos clients qu'on est patients, comme avec les plans de santé, vous allez avoir un abonnement. De temps en temps, on va passer plus de temps à échanger, comme tu l'as dit, parce qu'on va mettre en place une courbe de glycémie et on va papoter. Mais ça, une fois que c'est stabilisé, pendant 3 mois, ton client, il ne t'embête plus. Par contre, tu lui mets un forfait mensuel. Donc de temps en temps, tu passes plus de temps, de temps en temps, il paye et tu n'as pas eu d'échange. Et c'est là où tu arriveras à lui faire payer. Mais si tu es toujours à courir après, là j'ai passé 7 minutes aujourd'hui et puis 14 minutes cet après-midi, ça fait 25 aujourd'hui et demain temps, et donc je dois lui facturer 1 heure, t'es mort, parce que rien que le temps que tu passes à compter, tu n'y arriveras pas. Donc il faut l'intégrer dans un service global, préventif, et là tu t'y retrouves, et le client aussi, et s'ils sont prêts à payer les plans de santé, ils sont prêts à payer aussi ce genre de choses. Alors, il y a quand même une solution collective qui existe, parce que je pense que les vétérinaires comme les médecins ont des sociétés savantes. Nous, ce qu'on fait, le board, je vous rappelle, un board d'innovation de la Société française de médecine d'urgence, justement c'est ça. En fait, on prend les innovations et on dit cet outil-là est validé par la société savante. Et du coup, alors certes, vous n'aurez pas la version dispositif médical avec la réglementation, mais au moins, il y a une société savante qui peut dire cet outil est valable, il a été testé avec le DMH, c'est ce qu'on fait, on monte des études cliniques pour des outils, pour prouver scientifiquement qu'ils sont valables. Et bien derrière, la société savante dit on a monté une étude, on sait que ça marche, donc on recommande l'outil. Je vais reprendre en plus que ce que disait Timothée, un peu une partie de ce qu'on a appelé ce matin la confiance ou la certification. C'est-à-dire, Gwendoline, tu nous présentes des objets connectés développés par MSD, on a tout lieu d'avoir confiance, mais qui nous dit demain que Lidl ne va pas présenter à 15 € par mois ce genre de
de matériel et quelle confiance on aura sur ces matériels qui sera fourni à nos clients. Oui, mais c'est effectivement ce que je disais en introduction, c'est que c'est un marché qui est prometteur, qui est attractif, et donc forcément il y a effectivement de nombreux acteurs qui vont peut-être pas tous passer par des études pour tester l'efficacité des produits, des contrôles des fournisseurs pour la qualité. Donc oui, ça c'est clair qu'il y a aussi un enjeu du côté de la diversité des acteurs qui rentrent sur ce marché. Et qui pourrait nous certifier, alors Arnaud parle de sociétés savantes, donc qui pourrait nous certifier si ce ne sont pas des objets qui rentrent dans le cadre de dispositifs médicaux? Alors moi j'ai travaillé en dentisterie chez Virbac, par exemple, il y a le VOHC, le Veterinary Oral Health Council, qui est un organisme initialement américain et maintenant qui est présent partout, qui standardise les études qu'il faut faire. Et donc, si les tests sont réussis, là, on peut mettre le logo VOHC sur les produits. Et c'est des études qui sont... Il faut se les faire, les études. Hein. Donc, si la dentisterie peut le faire, il y a toutes les autres spécialités qui peuvent le faire. On est ouvert à la collaboration avec les sociétés savantes de vétérinaires pour montrer ou accompagner, voir comment on a fait. Et dans la forfait de mensualisation, si j'ai bien compris, de toute façon, il faut une interprétation experte vétérinaire pour interpréter ces graphes et ces résultats, non? Oui. Ouais, voilà. Donc, il suffirait que dans la forfaitisation mensuelle, le vétérinaire s'engage à ne suivre que les produits labellisés par la société savante. Tout à fait. Oui, c'est un sujet que j'explore depuis 3 ans parce que je voulais avancer là-dessus et juste, on revient sur la notion de confiance, mais nous, vétérinaires, on est incapable d'évaluer la pertinence ou pas d'un outil, je veux dire à titre individuel. Quand on prescrit un médicament, on fait confiance au fait qu'il y ait une AMM, que l'étude clinique ait prouvé quelque chose et que c'était revalidé par des experts indépendants. Donc il y a des boîtes qui font ce travail, qui marchent avec une université. La plupart des startups aujourd'hui qui lancent des projets, ils sont dans une économie de moyens, donc ils essayent de faire à peu près bien. Plus ou moins, et après ils essayent de s'adresser directement aux consommateurs, parce que plus il y a d'intermédiaires, plus ils vont devoir, je parle en médecine vétérinaire, hein, ne vous sentez pas du tout. L'autorité savante, donc aujourd'hui les sociétés savantes ne cherchent pas à faire ce business de validation, en tout cas en France je n'ai pas connaissance qu'elles aient un intérêt à ça. J'ai essayé d'aller même jusqu'à l'Europe en disant est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une espèce de GIE de tout le monde qui s'auto-validerait, parce qu'après le coût de ces études est important, et plus on va mettre de réglementation et de freins d'entrée, plus on va brider l'innovation. Et là, on va rentrer dans un débat sur le fait que si on met trop de contraintes, trop de barrières à l'entrée, on innove moins que si on laisse le marché faire. Et c'est compliqué à équilibrer. Vous avez fondamentalement raison, c'est pour ça aussi qu'on a un peu changé de fusil d'épaule. On a toujours les essais prospectifs lourds de qualification finale, mais on a aussi beaucoup de méthodes de qualification théorique sur la base des bonnes pratiques de développement. Parce que rien que ça, sur quel type de set a été utilisé, dans quelles conditions, est-ce qu'il est exhaustif, etc. Typiquement sur l'élastique sur le chien, est-ce qu'on a une exhaustivité des données sur les races, sur la continuité des données, leur qualité, etc. Et toutes les méthodes aussi mathématiques ont été utilisées pour l'enrichissement. Et ça aussi, évidemment, ça ne supprime pas tous les enjeux nécessaires de validation prospective finale, mais on peut virer pas mal de nanars quand même. Et sûrement, nous les financeurs, ce sont les sociétés elles-mêmes. Parce que derrière, quand vous avez parlé à un professionnel, à un médecin, qui soit médecine humaine ou médecine vétérinaire, vous avez le choix entre eux. Alors moi, je l'ai testé dans ma cuisine avec un POC sur 30 patients comme hydroxychloroquine. Non, on ne parlait pas d'hydroxychloroquine. Mais voilà, je l'ai testé sur 30 patients dans un coin, versus j'ai une étude clinique bien montée avec 3000 patients. Vous allez choisir lequel? Personne ne fait une étude avec 3000 patients. Oui, non, mais si parce qu'en fait, derrière, pour eux, c'est un argument commercial. Entre les deux, l'acheteur, il va choisir celui où il y a la meilleure étude. C'est plus proche de 300 que de 3000 en gamme, mais c'est pas mal. Donc Christophe, un petit regard là, sur toutes ces solutions extrêmement pratiques. J'avais une question, justement, et les assurances là-dedans, vous n'en avez pas parlé. Est-ce que ce n'est pas eux qui devraient financer justement tous ces éléments-là, qui devraient être le tiers justement entre le vétérinaire, enfin voilà, quid des assurances là-dedans? Alors là aussi, il y a des grosses disparités selon les pays, et en France, il y a des mutuelles pour animaux, mais je ne sais pas en moyenne quel est le taux de vos patients dans vos cliniques. 7%.
17, 7%, là, c'est encore très bas par rapport à d'autres pays. C'est les pays nordiques qui sont très hauts notamment. Est-ce que pour autant les objets connectés sont mieux utilisés là-bas? Est-ce que tu sais, Chloé? Je pense pas. Je suis pas sûre. Parce que c'est récent. Mais oui, voilà, il y a le fait que c'est récent aussi. Et nous, en médecine humaine, on a deux problèmes. C'est que, alors c'est fait dans les pays anglo-saxons, en France pas du tout, parce qu'il y a un problème de la data et il y a un vrai risque éthique à la réutilisation, notamment sur les calculs d'annuité ou de mensualité sur les patients les plus à risque ou atteints du maximum de pathologies. Il y a un autre truc aussi, c'est qu'ils ont eu peur bleue en servicisant trop leur approche avec trop de technologies, de DM, d'objets connectés, d'IA, etc., de se récupérer tous les patients les plus fragiles, tous les patients qui ont plus de pathologies, qui coûtent surtout plus cher, ils ne sont pas rentables. Et donc pour l'instant, on a tout tenté. Il y en a un qui marche très bien, c'est les assureurs professionnels. Alors je reboucle encore une fois sur le coup de la vis. Maintenant, sur les planifications en 3D, sur contentieux chirurgical, les avocats demandent si une planification a été faite sur calque ou sur 3D. Et même si il n'y a pas de réglementation opposable, parce qu'il n'y a pas de recommandation de société savante, il n'y a pas de recommandation HAS, mais pourtant dans l'exigence de moyens dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il a mis en place une planification 3D de ce type-là? Et ils imaginent même maintenant un nouveau business model où c'est 1500 balles d'opération si vous n'avez que dalle et c'est 1100 euros si vous avez un planificateur 3D comme ça. Et quand tu parles d'obligation de moyens, en fait, tu rentres dans la perte de chance au moment si tu as une démocratisation de l'IA. Parce que si tu ne vas pas effectivement sécuriser sur l'IA et que tu peux prouver que tu as plus de chances de soigner nos patients, même si ça coûte beaucoup plus cher, le fait de ne l'avoir pas proposé, je te retrouve condamnable. Mais visiblement, de ce qui se passe, la route qu'on est en train de prendre, oui. Après, c'est aussi un des effets pervers de notre marché qui n'est pas suffisamment porteur et qui n'a pas été capable de payer autrement aussi. Parce qu'il y a des pressions lobbyistes, il y a des pressions industrielles qui poussent aussi dans son frère. Et nous, en France, on a un système en plus pervers en santé humaine, c'est que les assureurs n'ont techniquement aucun intérêt à faire la prévention. Puisque si le malade, imaginez, vous fumez un pompier, ok, très bien, vous finissez BPCO, vous passez en ALD. En fait, l'assureur, il ne vous paye plus. En fait, il n'a aucun intérêt à vous prévenir la survenue de l'ALD. Puisqu'en fait, vous allez tomber en ALD, et du coup, c'est la Sécu qui va payer à 100%. Donc finalement, l'assureur, pour le mec passe en ALD, au contraire, il n'y a plus de frais. Impossible. C'est des assureurs, c'est les seuls qui n'ont pas joué le coup du Covid. Alors, je vais vous expliquer quand même qu'en France, les EHPAD envoient les gens mourir aux urgences. Pourquoi? Parce que ça leur économise 600 € de transfert en chambre mortuaire. Ouais. Okay, il y a des directeurs qui nous l'ont avoué. Donc c'est cynique. Moi j'ai une petite question. J'ai une petite question précise sur ce que vous nous avez présenté, là, le petit objet qui permet de monitorer. Le tracker d'activité? Non, je parlais, c'est un truc qui est fait pour l'humaine. Vous nous avez présenté Technolab. Technolab, ouais. Comment ça fonctionne en fait exactement? On le colle sur le patch? Ouais. Oui. Il faut quoi avec ça en fait? Parce que vous avez parlé d'un patch à 35 €, on achète le patch et puis derrière on fait quoi? Alors, il faut une application. Alors, ça dépend du marché. Parce que là, Arnaud parlait des urgences par exemple, donc là il y a des droits de licence qui sont élevés quand même. Il y a des répéteurs Bluetooth, 3G, 5G, puis il y a tout le dashboard. Là, ce qui capte la donnée au niveau du patch, mais il la transmet à un serveur qui l'interprète et qui transforme l'information sous forme de graphe pour les infirmiers. Et puis même sur les Early Warning Score, ils priorisent les patients. C'est-à-dire les patients qui sont en train de décompenser ou qui sont les plus graves, ils passent en priorité tout en haut. Et donc ça, par contre, la licence peut coûter cher en fonction du nombre de lits, en fonction du nombre d'infirmiers, de box, etc. Ceci étant, comme le dit Arnaud, ça coûtera toujours moins cher que 15 000 balles, qui est le grand moniteur et le grand écran qu'ils ont dans leur salle de surveillance. D'accord, parce qu'on pourrait rêver d'adapter au niveau veto. Hein, ça serait... Mais c'est pour ça que je suis étonné aussi, tout à fait, je pense, sur les moments où il faut passer quelque part pour récupérer la donnée. Il y a beaucoup de répéteurs ou d'amplificateurs Bluetooth qui, dans des appartements, en mettant 2 ou 3 dans des grandes maisons, pourraient récupérer la donnée en continu. Pourquoi c'est pas ce qui a été choisi? Je ne connais pas les raisons historiques des choix R&D. Je sais qu'actuellement, voilà, les objets connectés passent par le hub pour l'instant. Et après, oui, j'imagine que c'est des pistes qui sont étudiées. Moins d'emmerde vers les payés, machin, etc.
Même si on est quand même concerné, puisque à partir du moment où dans l'application le propriétaire rentre son nom, enfin on a des informations sur le propriétaire, donc on est quand même concerné par cette réglementation. Moi j'ai une question pour Gwendoline, puisque on a commencé notre présentation tout à l'heure en disant que dans notre sondage, nos adhérents étaient extrêmement méfiants et extrêmement n'avaient pas trop confiance sur la gestion des données. Donc j'ai envie de demander à Gwendoline, toutes ces données qui sont enregistrées par les différents matériels appartiennent à qui? Alors, à ma connaissance, elles n'appartiennent pas à l'industriel. Est-ce que je peux avoir le coup de fil d'un ami ou la ligne du public? Non, c'est parce que si on pousse un peu, dans le cadre entre guillemets, d'un service mensualisé, on pourrait dire que ces données appartiennent, ou sont traitées, appartiennent aux vétérinaires uniquement dans le cadre d'une relation de soins. Ça serait un petit peu plus inquiétant pour le vétérinaire si ces données appartenaient à un industriel qui cherche à chercher une autre source de soins que par l'intermédiaire du vétérinaire choisi par le patient, chien ou chat. Alors, je réponds ni en tant que MSD ni en tant que vétérinaire, mais à ma connaissance, avec les lois CNIL, on a le droit à la rectification de nos données et je pense que c'est parce que ces données finalement nous appartiennent, donc je pense qu'elles appartiennent plus à l'individu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une expertise sur le sujet. Sinon, je peux dire ce qui se passe en médecine, elle est triple. Finalement, le patient a la propriété de sa donnée dans son flux, son utilisation et son déplacement. C'est-à-dire à qui a le droit de l'avoir et si je peux la supprimer quand je veux. Le médecin peut l'avoir quand il veut, dans un contexte de santé, de prescription et dispositif médical et dans le cadre d'un soin, c'est le médecin et son institution qu'on est propriétaire. L'industriel ne récupère que quelque chose, ce sont des sets de données colligées, complètement anonymisées normalement. Et ça, oui, c'est anonymisé, ça on peut y accéder. Mais ça, ce qui est normal aussi, parce qu'il est indispensable à l'amélioration continue des outils pour sortir d'autres solutions, etc. Je pense qu'au même titre que les différentes remarques qui ont été faites sur l'innovation, parce qu'il faut laisser aussi ça quand même, parce que sinon on n'aura pas la suite et on n'aura pas les futures solutions qui équiperont nos chiens, nos chats et les humains. Pour l'utilisation des données par le vétérinaire, je ne suis même pas sûre que ça a été légiféré en fait. Je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle personne n'a la réponse. Honnêtement, c'était dans toutes les bouches en médecine il y a encore 3-4 ans. Moi, j'en entends plus parler. Tout le monde a plein d'affaires. Soit ils ont tous compris que c'était bien fait, que c'était bien cadré, qu'il n'y avait pas de problème. Soit on n'a plus grand-chose à faire parce qu'on a gagné le combat de l'intérêt. On a quand même des documents officiels à faire. Là, en l'occurrence, quand on fait le RGPD, on doit bien donner à chaque fois quand on transmet des données à quelqu'un, en fait, à un fournisseur ou à quoi que ce soit, en fait, savoir comment sont utilisées nos données. Donc, ça sera intéressant si on utilise ce genre d'outils, de savoir si, par exemple, bon, là, c'est vous qui commercialisez ça, est-ce que MSD récupère des données, qu'est-ce qu'elles deviennent. Enfin, nous, on doit redonner ça, en tout cas, au propriétaire du chien. Ça doit être marqué dans nos conditions générale de vente. Donc, ça sera quand même intéressant d'avoir une réponse à cette question. Elle est vraiment pertinente. C'est quelque chose que je peux effectivement regarder et puis reboucler vers toi pour que tu puisses le partager. Merci. Timothée, une question? Merci. Alors, c'est pour rebondir sur ces histoires de données. Le sujet de la propriété des données, en fait, n'est plus un sujet, puisque maintenant on traite de l'utilisation des données. Et c'est là qu'est l'enjeu. La donnée, elle appartient à personne ou à tout le monde, on s'en fiche. C'est le droit de l'utiliser. Ne confondons pas d'abord les données médicales, avec une réglementation hyper spécifique pour les données médicales, et les données privées, ce qu'on appelle les données à usage personnel. Et nous, Veto, on est juste concernés par les données à usage personnel qui sont dans le RGPD. Donc effectivement, quand vous enregistrez des données, vous êtes tenu d'informer le client que vous enregistrez des données, ce que vous allez en faire, à quoi ça va servir, et lui donner le droit à l'effacement. Et nous, vétérinaires, on est soumis à la même règle. Donc vous n'avez pas le droit de les utiliser pour autre chose que ce qui a été prévu dans l'information qui a été donnée au client. Et c'est uniquement ça qui est fait, donc le vétérinaire ne peut pas les utiliser pour autre chose non plus, sauf accord et que le client soit informé de l'utilisation des données. Ça répond un peu plus à ton... Oui, mais je pense que pour autant, il y a des données qui sont utilisées, par exemple...
quand tu vois par exemple les grilles CSO, elles vont faire remplir, elles reviennent au veto, c'est le propriétaire qui les remplit, et pourtant c'est réutilisé par Capula. Il en fait des études, il en fait des choses. Alors, si c'est anonymisé, là, pour le coup, je pense que c'est pas un problème, parce que c'est pas les données de... Si c'est anonymisé, si c'est anonymisé derrière, les données de santé de l'animal ne sont pas concernées à ma connaissance, hein, je crois que c'est tout ça aussi. Il y a deux choses. D'abord, je n'utilise pas le système, mais est-ce que la personne est prévenue au début? Parce que si elle est prévenue au début que ça peut être utilisé dans le cadre d'études, elle a dû cocher, et on ne lit jamais tous ce qu'on coche au début. Normalement, oui. Normalement, il y a des mais si la personne est prévenue, dans ce cas-là, ils ont obtenu le droit. Donc, voilà, à vérifier ces conditions quand la personne s'inscrit ou quand vous vous inscrivez. Et deuxième chose, effectivement, une donnée anonyme n'est plus une donnée personnelle, parce qu'une donnée personnelle, c'est à partir du moment où elle peut être connectée à quelqu'un. C'est pour ça qu'on ne parle plus de propriété de la donnée. À partir du moment où elle est anonyme et qu'on ne peut plus la relier à personne, ça n'est plus une donnée personnelle, c'est une donnée qui fait partie de ce qu'on appelle une base de données, et le créateur de la base de données est protégé par droit d'auteur, et dans ce cas-là, peut utiliser sa base de données qui n'est plus personnelle, puisque pas reliable au propriétaire. Je confirme que pour les études, normalement, quand on doit récupérer des informations liées au propriétaire, on leur demande de signer ils signent un consentement propriétaire pour l'utilisation des données. C'est en général attaché à la paperasse. Je vérifie dans ce que le client remplit quand on fait des grilles sur Capula. J'ai quand même envie de demander à Arnaud et à Mathieu, puisque Timothée disait que pour lui que la santé connectée, la e-santé ou que les objets connectés pour lui, c'était une évolution aussi grande que l'avait été la découverte des antibiotiques. Qu'en pensent Mathieu et Arnaud sur tout ce qu'ils nous ont présenté? Je verrai cette question. Sans faire le prophète de bas étage, je suis assez d'accord. Surtout qu'on est qu'au début, c'est un peu ce qu'on disait sur ces premiers algorithmes prédictifs qu'on a eu, grâce à un objet connecté tout simple qui captait de la donnée continue. Et en fait, ces nouveaux IA vont créer des nouvelles données qui vont être des données entrantes, des intrants sur des nouvelles IA. Donc forcément, sur la qualité des données qu'on arrive maintenant à récupérer, le taux d'utilisation qui est suffisant pour pouvoir créer ces sets auxquels on imagine des IA très performantes qui maintenant prédisent l'avenir, je ne sais pas quelle est l'étape 3, mais il y en a forcément une. Et en effet, je ne sais pas si ces opportunités ont une limite dans le temps, technologiquement et en termes de proposition de valeur, mais ça peut être assez incroyable. Parce que rien que sur la caméra, savoir qu'on pouvait prendre de la glycémie à distance, on avait dit ça il y a 2-3 ans, je pense que tout le monde en rigolait. Sauf que vous parliez de navire, de nageurs, les carnivores ne transpirent pas. Alors ça, je ne sais pas où. Et là, on est dans la misère. Parce que c'est sur... parce que c'est... Non, c'est sur l'absorption dans le... Là, c'est dans l'absorption dans le visible. Ah non, c'est Google qui a fait des lentilles de contact qui détestaient la glycémie dans la... Non, là, c'est sur l'absorption dans le visible de l'hémoglobine glyquée et de son spectre d'absorption par rapport à l'hémoglobine normale. En fait, ils ont des transformations algorithmiques sur le taux de glucose actuel, sur l'hémoglobine glyquée, s'ils ont suffisamment de données patients aussi sur son historique, sur son profil. On peut lire ça à travers la peau comme le oui, sur l'hémoglobine glyquée, tout simplement un spectre d'absorption dans le visible qui est différent de l'hémoglobine normale. Incroyable ce qu'on arrive à faire. Alors juste en termes de technologie, en fait, la technologie, on l'a. Les patients, ils sont prêts. Le seul obstacle, c'est les soignants. C'est juste nous qui ne sommes pas prêts dans notre tête à utiliser ces outils. J'ai un autre exemple. J'ai fait du test pour des exosquelettes pour les soignants, pour éviter d'avoir mal au dos. N'importe quelle entreprise, tous les mecs qui soulèvent des charges, ils ont un exosquelette. On l'a testé avec Vidal Foch. Le premier frein, c'était les soignants, pardon, on dit ah, mais qu'est-ce que les patients vont penser? Bah non, je ne le mets pas. Et on a demandé aux patients, ça nous gêne que les soignants aient un exosquelette? On m'en fout. Voilà. Les patients, ils s'en foutent. La technologie existe. Le blocage, c'est juste un blocage culturel. Rien de plus. Le dévouement des soignants, c'est insupportable. Ah bah, en 1918, ils étaient bosseurs, mais c'est pas encore sorti de la tête. Hein. Incroyable. On a la même chose chez les... Bon, je crois qu'on peut remercier nos interventions.